Salut à tous, ici Roy. Et si on parlait un peu de cinéma ? Vous savez, je crois qu'il y a un problème sur lequel on peut tous s'accorder dans l'industrie du cinéma hollywoodien, c'est le toujours plus. Prenez un certain nombre de sagas d'action classiques du cinéma américain. Et si on se pose 2 minutes, il est surprenant de voir à quel point les premières itérations de ces franchises sont souvent des films assez terre-à-terre, avec des enjeux limités et une histoire assez recentrée sur les personnages. Alors montez. Sauf que Hollywood, c'est une industrie. Et donc quand un film modeste sur les conséquences psychologiques et sociales de la guerre fonctionne bien, ça c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi la vie civile c'est rien. Et réussit à instaurer une vraie ambiance de slasher, tout en ayant un vrai propos social, Là-bas je pilotais un avion de chasse, je pouvais conduire un tank, j'avais en charge $1 million de matériel, mais ici j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking! Ah! on transforme ça en machine de propagande décérébrée et complètement loufoque. L'exemple est tellement connu que même Hollywood en a fait des parodies. Quand un flic coincé dans un immeuble le soir de Noël parvient, tant bien que mal, à faire échouer le plan de petits malfrats attirés par l'argent mais qui se font passer pour des terroristes, Qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? dans un huis clos haletant à la mise en scène efficace et qui n'hésite pas à nous montrer les faiblesses et les failles d'un héros qui n'est pas un super-héros, ensuite il se passe ça. Hollywood, c'est Hollywood en fait, je vous apprends rien. Et Hollywood aime l'argent. Et donc, comme toute industrie, Hollywood a pour but premier de faire un max de pognon à moindre coût. C'est bien beau de raconter des belles histoires et de créer des récits iconiques ou des films avec des thématiques intéressantes, mais... Et les suites ? Et les remakes ? C'est bien, non ? Non ? J'aime bien ça. Tiens, voilà 8 de plus. Alors, je sais, je sonne un peu vieux con dans cette intro, et j'enfonce un nombre de portes ouvertes incroyable, mais ne vous inquiétez pas, je sais où je vais, tout vous sera révélé. Ce que je déplore dans cette fuite en avant du toujours plus, c'est qu'il faut non seulement que la suite d'un film d'action soit plus impressionnante, ce qui implique donc des scènes de plus en plus improbables, voire même risibles, mais également que les enjeux et les thématiques soient plus importants au fur et à mesure d'une franchise. Et, je veux dire, combien de fois le même personnage peut-il sauver le monde de ses propres mains ? Personne n'a rien vu venir, ni dans le 3, ni dans le 4, et ni dans le 5. Surtout quand, initialement, il s'agit d'un mec lambda, tout à fait normal ou à peine au-dessus de la moyenne. Je veux dire, que Superman ou Iron Man sauvent le monde 3 fois, c'est pas de problème, ces personnages sont clairement identifiés comme des super-héros. Mais dans une saga d'action classique, sans super-héros, le toujours plus est problématique parce qu'il en vient à faire reposer le sort du monde entier sur une figure d'un héros bon, désintéressé, le bien incarné, l'être suprême, seul à même de pouvoir sauver le reste de l'humanité, trop faible pour agir face à des menaces absolument démesurées et via des scènes d'action absolument grotesques. L'homme qui a changé les choses 5 fois s'apprête à changer les choses encore une fois, sauf que cette fois, c'est pas pareil. Alors oui, on mange notre popcorn et c'est marrant. Et parfois même très impressionnant, il n'y a pas de souci. Et ça pousse les limites de la technique cinématographique, tout ça, ok. Mais ça pose un problème majeur en fait. On ne peut plus, nous spectateurs, s'identifier aux personnages qu'on a à l'écran. S'il aime autant le premier Die Hard, c'est parce que je me dis que tout autant accable que je suis, à la place de John McClane, policier bloqué dans un immeuble avec des gens en danger et que j'ai le pouvoir de les aider là, est-ce que je tenterais pas le coup en fait ? Certes, dans le film, John McClane réalise quelques trucs un peu abusés, mais ça va, ça reste terre à terre et plausible, je veux dire, ça reste un film d'action et on a toujours notre suspension d'incrédulité. Je demande pas que le film soit trop réaliste, parce qu'il faut quand même que ce soit fun. Je demande juste que l'écriture tienne compte de ce qu'accomplit le personnage par rapport à ses capacités de base. Je jure que jamais plus,
Je ne mettrai les pieds dans un gratte-ciel. Sinon, on tombe dans un tout autre registre, celui de la comédie d'action, qui peut fonctionner, mais qui n'est pas le contrat que j'ai passé initialement avec le film. Et même si j'aime bien le premier Mission Impossible, c'est parce que la mission qui est impossible, c'est de réussir à s'infiltrer dans le siège de la CIA à Langley. C'est pas de survivre à une remontée en pression de plus de 150 mètres dans l'océan Arctique sans combinaison ni oxygène ni masque. Enfin bref, voilà, des exemples comme ça, je vous en trouve des dizaines. Et vous avez probablement vous-même des exemples en tête au moment où je vous parle. Donc oui... Quoi ? Oui, le sujet de la vidéo, en réalité on a déjà tout dit. On a déjà tout dit. On va donc enfin pouvoir parler de Point Break. Juste Point Break. Point Break. Très clairement, l'un de mes films préférés. Aux thématiques, qui me parlent. Le sport extrême, des visions de vie qui s'entrechoquent, des persos marquants. Bouddha, j'en veux 2. J'adore le film aussi et surtout parce qu'il est un pur produit de ce que seront les années 90. Le sport extrême, la vie de Ryder, le rock, la rébellion contre le système, Keanu Reeves, Patrick Swayze, l'ambiance, le message, la liberté, l'amitié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis peut-être pas tout à fait objectif avec ce film. Voilà, c'était un petit film avec un budget estimé à 24 millions de dollars. C'est ridicule aujourd'hui comme budget. Et qui en a finalement rapporté 43 millions aux États-Unis et 80 millions dans le monde. Et qui en plus a laissé une marque dans l'imaginaire collectif. Tout est dans Point Break. Tout est bien qui finit bien, non ? Eh ben non, ça va pas bien. Évidemment que ça va pas bien. Ça serait trop simple et trop facile. Moi, j'aimerais bien traiter que de Point Break 1991, mais je ne peux pas traiter que de Point Break de 1991 parce que, évidemment, Hollywood n'a pas pu s'empêcher de nous pondre un remake en 2015. Et évidemment, ce remake n'a pas pu s'empêcher de tomber dans tous les travers que je viens de dénoncer et notamment le toujours plus. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de Point Break de 1991, mais parler de Point Break implique de parler de Point Break. Ce qui inclut également de parler de Point Break. Donc, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Dès le générique d'ouverture, le film nous plante le décor. Ce film est un film sur le surf. Mais non ! Mais ce générique nous montre bien plus que ça. En réalité, toute la thématique du film est posée directement dans ses toutes premières images. Une masterclass de la règle du show don't tell, selon laquelle il vaut mieux montrer à l'écran que nous expliquer avec des mots. Dans un montage alterné, nos deux personnages principaux nous sont présentés. D'un côté, Bodhi en train de faire du surf au crépuscule, et de l'autre, Johnny Utah sous une pluie battante au stand de tir extérieur du FBI. Ce montage alterné n'est pas gratuit. Le contraste de ces deux scènes nous explique, sans aucun mot, tout ce que l'on a besoin de savoir. Au-delà du simple aspect sombre, lumineux, simple mais toujours efficace, on a d'un côté Bodhi, un surfeur qui communie avec l'océan et qui est donc littéralement au-dessus de l'eau, et de l'autre on a un Johnny Utah sous une pluie battante qui subit l'eau. Elle lui tombe littéralement dessus, il se fait dominer par elle. Quand l'un se déplace avec grâce sur l'eau, l'autre rampe à terre sous l'eau. Le son est également très important. Au-delà de la bonne musique d'ouverture, on peut entendre des sons très forts, semblables à des détonations. Elles sont évidemment créées d'un côté par le fusil à pompe de Johnny, logique. Mais de l'autre, tout simplement par le fracas d'une vague qui retombe, par la puissance de l'océan. On a là une opposition entre l'arme à feu de Johnny, symbole par excellence de la puissance humaine, et la puissance naturelle de l'océan, qui, même s'il peut être apprivoisé le temps d'une vague, nous démontre qu'il reste indomptable et grandiose. Rien n'a été dit. Et pourtant, on comprend directement que ces deux personnages sont très doués dans ce qu'ils font, même si leurs domaines sont très différents et que leur psychologie également. L'un est un flic doué, symbole de la puissance de l'homme. Checkez-moi ses muscles, les potos, et ce petit slow-mo sur le rechargement badass. On le présente donc avec deux gros plans sur son visage. Il est directement identifié, toujours dans des cadres serrés. L'autre est beaucoup plus discret, en fait, il n'est même qu'une silhouette se fondant dans un décor plus grand, effaçant son identité au profit de l'océan. J'ai même envie de dire que dans cette scène, on nous présente les deux personnages principaux du film, Johnny Utah et l'océan. Voilà, on est à 2 minutes 45 du film et toutes les thématiques principales du film sont posées, l'opposition entre ces deux modes de vie, pas un seul mot n'a été dit, impeccable. C'est comme ça qu'on commence un film. You're breathtaking.
Point Break version 2015 commence bien différemment du Point Break de 91. Déjà, exit le montage alterné. On retrouve ici un Johnny Utah, sportif de l'extrême, qui essaie de réaliser un exploit en motocross pour ses sponsors. C'est ça que nos sponsors demandent. L'impossible rendu possible. Il est vu sur YouTube en cascade. Et spoiler, ça tourne mal et son meilleur ami décède devant ses yeux. Qui aurait pu prédire ? Raison pour laquelle il décide de changer de carrière et de rentrer dans le FBI, qu'il intègre facilement car ce montage nous permet de comprendre qu'il est meilleur que tout le monde en sport et qu'apparemment ça suffit pour rentrer au FBI. Bon, c'est là qu'on attaque les problèmes que j'ai avec le remake. Cette scène d'introduction fonctionne plutôt bien. Elle nous montre que Johnny est un casse-cou, qu'il n'a peur de rien, que c'est un sportif de l'extrême, qu'il est bien au-dessus de la moyenne en termes de sport. Mais tout l'enjeu de Point Break, et la raison pour laquelle l'histoire du film est intéressante, c'est la lente bascule du personnage principal, de sa position initiale de flic boy scout bien propre sur lui, à une sorte de marginal passionné et beaucoup plus souple mentalement. Une bascule qui intervient par la découverte d'un nouveau monde auquel Johnny Utah est exposé petit à petit et que l'on suit à travers lui. Johnny Utah commence le surf pour les besoins de son enquête, mais cette initiation lui fait découvrir bien plus qu'un simple sport. C'est tout un art de vivre, une nouvelle manière d'appréhender le monde qu'il découvre en réalité. Cette nouvelle passion lui fait prendre conscience que sa vie d'avant était finalement assez fade et sans intérêt. Il se questionne sur la vacuité de ses aspirations et de ses idéaux passés. Au lycée, mon père a voulu que je fasse du foot, alors j'ai fait du foot. Et mes parents voulaient que j'entre en fac de droit. J'y suis entré. Et il découvre que sa vie n'était finalement pas dictée par ses propres choix ou ses propres envies. J'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Mais parce que l'on attendait de lui, en tant que société. Tous mes idéaux étaient en fait leurs idéaux. Que j'ai vécu ma vie par procuration. L'heure est venue pour moi de faire ce que je veux. En somme, Johnny Utah se redécouvre au contact de Bodhi, notamment parce que ce dernier s'avère être un leader charismatique, intelligent, beau, et qu'il incarne des valeurs de transmission, de partage et d'altruisme qui magnétisent naturellement les personnes autour de lui. Alors, dans le film, Johnny est un avatar du spectateur. Il est notre point de repère car, comme lui, on est nouveau dans cet univers et on découvre la philosophie de Bodhi. Et donc, lorsque les personnages du film expliquent avec passion leur mode de vie, leurs paroles sont tout autant adressées à Johnny qu'au spectateur. C'est de l'adrénaline pure à 100%. Tu vois, il y a des gens qui sniffent, il y en a d'autres qui se piquent, il y en a qui boivent, alors qu'il suffit de sauter. Car pour que l'on croie, nous, spectateurs, au basculement de Johnny, il faut qu'on soit placé dans la même situation que lui. Et ça implique que 1. La perspective de vie qui est proposée par Bodhi nous semble enviable ou attrayante, et 2. Que, initialement, au début du film, Johnny Utah soit placé dans une situation qui n'est pas trop éloignée de la situation d'un spectateur lambda. Le choix du remake d'en faire une ancienne star de sport extrême et de nous montrer comme tel dès l'intro empêche toute possibilité de s'identifier à ce personnage. Ce Johnny-là, c'est pas nous, et ça le sera jamais en fait. Même si un jour je fais de la motocross, je ferai jamais ça. Non. Non. Le Johnny qu'on suivait dans le film original, tout petit génie, toute ancienne star du football qu'il était là. T'étais bien une star du football. T'avais l'équilibre, la souplesse et la coordination. C'est pas dur, bordel. Il se pète la gueule quand il essaie de faire du surf. Il se marave, comme tout le monde en fait. L'océan, il donne pas de passe droit et Johnny passe par la case apprentissage, entraînement, comme tout le monde. Mais le Johnny du remake, la première vague qu'on le voit surfer là, c'est celle-là. Ça c'est la toute première vague qu'on le voit surfer dans le film. Je ferai jamais ça. Alors quand on compare avec les vagues du premier film, on joue pas du tout dans la même catégorie. No contest. Alors, certes, il nous explique qu'il a failli crever en se cassant la gueule, mais en fait, il a quand même surfé pendant turbo longtemps, là. Je veux dire, moi je surfe cette vague, c'est bon, je peux crever. Je suis complet, ma vie est accomplie, pic vie atteint, il n'y a aucun souci. Le parcours de Johnny dans le Point Break de 1991 est accessible. Et c'est ce qui fait que le film fonctionne. Le truc le plus hardcore qu'il fasse, c'est de sauter en parachute. On le voit euphorique, comme on le serait tous dans sa situation, une fois la petite appréhension passée, la libération de l'endorphine avec l'adrénaline, tout ça. C'est quelque chose qu'on peut tous expérimenter, et vous êtes d'ailleurs sûrement nombreux à avoir déjà fait un saut en parachute et à avoir kiffé ça.
Dans le remake de 2015, l'accomplissement de Johnny, c'est d'accompagner Bodhi et sa bande dans ce qu'ils appellent le Grand 8. Il tente un exploit appelé le 8 de Zeki. Il a mis au défi le monde du sport extrême de réaliser une série de 8 épreuves. Et concrètement, ça consiste à faire du base jump en wingsuit, en frôlant les arbres, parce que sinon c'est pas marrant, à descendre l'une des plus grandes montagnes en snow sans parcours prédéfini ni repérage, ou encore à escalader une paroi de 500 mètres de haut sans corde, ni matériel, ni rien. Putain, la con de toi. Oh, mais le toujours plus. Alors désolé, oui, les images sont magnifiques. Oui, voir ça d'un côté, ça fait rêver. Mais en fait, je sais que ça n'est que ça. Un rêve. Un grand sportif aurait peut-être à s'entraîner une vie entière, rien que pour relever un seul de ses défis. On joue pas au même jeu, les gars. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Parce que déjà, les gens qui ont passé leur vie à faire du snow ou de l'escalade ne font pas ça. Alors moi, je suis aussi prêt d'aller sur la Lune que de descendre cette putain de montagne de cette manière. Et là, je parle que d'une discipline. Mais les protagonistes de ce film sont experts en tout. Ils sont top 1 de toutes les catégories, en fait. Accomplir les 8, ce serait comme accomplir l'impossible. Accomplir l'impossible. Et Johnny Utah réussit tout du premier coup. T'as déjà surfé un machin de cette taille? J'ai déjà surfé. Ouais, mais t'as déjà surfé un machin de cette taille? On bat les couilles, frère. Je sais pas, trébuche à un moment, fais semblant que ce que tu fais, c'est dur au moins. Alors, désolé, mais je ne ressens aucun accomplissement pour ce personnage. Car s'il est capable de faire ça dès le début du film, mais qu'est-ce qu'il a à découvrir? Rien. Alors, j'ai justement longtemps pensé que ce Johnny ne découvrait rien et n'évoluait donc pas. En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Au début du film, rongé par la culpabilité, Johnny s'auto-punit de son propre comportement en quittant le monde du sport extrême. Il n'a donc rien à découvrir, c'est vrai. En revanche, avec ce body, il réapprend à aimer le monde du sport extrême et à le respecter. Et ce que tu as montré sur la vague hier, ça n'avait rien à voir. T'as aucun respect. Le message dans le remake, c'est que ce Johnny Utah est un petit con qui ne vit que pour les caméras. Il est vu sur YouTube en cascade. Je mate YouTube, je t'aurais vu si t'étais connu. Et Bodhi lui apprend qu'on peut aimer le sport extrême pour ce qu'il est, pour la performance, le dépassement de soi et des limites, sans forcément monétiser ou médiatiser tout ça. Un arbre tombe dans la forêt, personne le met sur YouTube. Mais il est quand même tombé. Alors, c'est un bon message. Dans le fond, c'est juste un arrête de vivre pour les caméras. Et j'ai absolument rien contre ça. Mais compte tenu de la mise en scène de ce message dans le film, il s'adresse, j'imagine, aux genre 6 personnes sur Terre capables de surfer cette vague, faire cette descente et monter cette paroi. La conséquence, c'est que je reste un spectateur d'une histoire qui ne me concerne pas. Mon investissement émotionnel est moindre parce que l'on part d'un petit con prétentieux et qu'on suit son parcours pour apprendre l'humilité en le regardant réaliser des exploits impossibles à réaliser. Ok. La logique. Il a d'autant plus de raisons d'être prétentieux au fur et à mesure du film qu'au début, en fait. Je vois que là pour se lancer. Non. Non? Pas assez extrême à ton goût? C'est assez extrême. Alors pourquoi pas par là? C'est pas joli. C'est un sale con! Bref, on mate un super-héros, on mate un surhomme, mais on mate pas un humain normal, et donc, désolé, mais on s'en branle. Et au-delà du sport extrême, cette problématique se retrouve dans tous les autres aspects du film. En effet, si l'on compare la manière dont les deux films nous montrent Johnny intégrer le FBI et comment il se retrouve à être mis sur l'enquête, vraiment c'est risible à quel point le remake échoue lamentablement sur tous les points. Dans le film d'origine, on avait ce montage alterné efficace, ok. Et la scène suivante continue sur cette lancée. On y apprend que Johnny est une jeune recrue, tout juste promue, il y rencontre son supérieur. Il a d'ailleurs la tête parfaite du premier de la classe, avec ses cheveux bien gominés, tirés vers l'arrière, tirés à 4 épingles comme on dit. Et dans un long plan séquence avec un cadre resserré au début, mais qui s'élargit ensuite au fur et à mesure, on voit Johnny et son boss évoluer dans le commissariat. Des gens passent sans arrêt devant eux, autour d'eux, derrière, devant la caméra. Les couloirs exigus sont bondés de gens. On comprend donc facilement et visuellement qu'il n'est qu'un flic parmi tant d'autres, que la vie bat son plein et qu'il n'est rien de particulier. C'est d'ailleurs ce que son boss lui explique en même temps. J'ai examiné vos états de service, impressionnant. Merci. Vous êtes peut-être au top 3 de votre promotion à Quantico, mais ici, en toute franchise, vous représentez un zéro pointé en matière d'expérience sur le terrain. Vous ne savez rien en fait, vous savez moins que rien. Si vous saviez ça, ce serait un début, mais ce n'est pas le cas. C'est juste. La division des attaques à main armée fonctionne très bien sans lui. Le boss ne lui réserve pas un accueil particulièrement chaleureux malgré ses excellents états de service. Je sais tout ça. Par contre, ce que je sais pas, c'est pourquoi on vous a envoyé chez nous à Los Angeles. C'est vrai quoi. Mais s'imaginer qu'on était en manque de trous du cul.
ça, j'en doute fort. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, le commissariat n'avait pas besoin de lui, n'a pas fait appel à lui et se trouve juste être un flic, un point c'est tout. Et que tout ça, on l'a compris visuellement. Les dialogues dans cette scène sont presque superflus. Alors que dans le remake, la scène où il rencontre son boss n'a pas la moitié du charisme de la scène originale. Il s'agit d'un simple chant contre chant où ils sont tous les deux dans une pièce et où le boss exprime à haute voix de façon très artificielle ce que le film aimerait que l'on comprenne. Ce monde dont vous débarquez, plutôt excitant, hein? Pourquoi y renoncer pour une structure comme celle-ci? C'est peut-être ce qu'il me faut, une structure. Et peut-être qu'une partie de vous n'est pas de cet avis, hein? C'est de l'exposition, mais uniquement par du dialogue et c'est pas très bien amené. Je suis motivé. Ok. Mais au-delà de cette mise en scène feignante, c'est thématiquement que le film échoue. Le Johnny du remake s'avère être la seule personne au monde à même de comprendre le plan des méchants et de les arrêter. À peine arrivé au FBI, il déduit tout et comprend tout seul, car il est l'unique personne au monde, visiblement, à pouvoir déduire qu'ils sont en train de faire le 8 d'Ozaki machin là. Personne d'autre n'a fait le lien. Mais vous avez pas Google au FBI? Et donc ça nous donne une scène où Johnny doit convaincre tout seul les présidents du monde de l'univers de je sais pas quoi là, que sa théorie est la bonne. Mais allons-y, mais toujours plus. Mais t'es rentré au FBI il y a une semaine, frérot. Là, normalement, dans la vraie vie, ton ordinateur, il est même pas encore connecté à l'imprimante. Et tu ramènes le petit-déj à tes collègues pour te faire accepter. Mais non, vraiment, allons-y. Le mec est à peine débarqué qu'il a déjà tout résolu. Et son boss, qui faisait genre qu'il doutait de lui... C'est mon rôle, petit, de ne laisser que les plus compétents venir à moi. Parce que je ne suis pas convaincu que vous ayez la fibre d'un agent du FBI. Bah, une semaine après, on a le droit à... Tout ce petit monde-là, vous ne les avez pas convaincus. Mais moi, si. Mais putain, mais c'est ridicule, la faux enjeu à la con. Oh, Dieu du ciel. 19h30. Je vois que la nuit est encore jeune. Au train où tu vas classer cette enquête et en attaquer une autre, hein? Fausse piste de mes couilles. L'original avait l'intelligence de répartir les rôles entre Johnny, le jeune flic qui en veut et qui est prêt à tout pour faire ses preuves, et son coéquipier, Papas, un vieux roublard à qui on ne la fait plus. Dans l'original, c'est Papas qui est à l'origine de la théorie selon laquelle les anciens présidents sont des serveurs. Et si cette théorie lui vaut d'être ridiculisée au sein du commissariat par les autres flics... Papas, tu lui as dit ta théorie sur les anciens présidents? Prends tes cassettes et barre-toi, pauvre con. Casse-toi là, pauvre con. Il arrive à convaincre Johnny, une jeune recrue un peu influençable et qui n'a rien à perdre dans sa carrière, d'intégrer le milieu du surf, puisque de toute façon, Papas est trop vieux pour ça. Non, votre planche ne me plaît pas. Non, toute votre stratégie sur cette affaire ne me plaît pas. Et non, vous ne me plaisez pas. Putain, mais c'est tellement plus organique et smooth. C'est pas pour rien si le trope des coéquipiers avec un mec âgé et un jeune un peu foufou fonctionne si bien. Et avec cette formule, on a Papas, le cerveau de l'histoire, et Johnny le pion. Et non pas un petit nouveau qui règle tous les problèmes tout seul à peine arrivé. Putain, mais c'est compliqué à comprendre qu'il faut que vos personnages aient des angles morts, des failles ou des points faibles pour qu'ils soient intéressants. Ça m'intéresse pas beaucoup de suivre un Johnny Terminator Superman parfait là. Mais bref, je pense que vous avez compris que le remake, dans sa volonté d'en faire toujours plus, finit par en faire juste trop. Et qu'il perd le caractère universel de son message au profit d'un plus grand spectacle visuel. Chacun fera son choix. Mais Johnny Utah est loin d'être le seul problème du film. Il faut qu'on parle de son pendant. Et oui, il est désormais temps d'aborder plus en détail Body. Il est temps de parler... Body. Bon, Body. Cette partie est plutôt complexe car j'ai autant à dire sur l'un que sur l'autre. Oui, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, le remake a fait le choix audacieux d'inverser la couleur des cheveux de nos protagonistes. Donc le Body de ce film, il est brun. Enfin bon, l'idée est éculée, hein, car le premier remake de Point Break avait déjà un protagoniste blond et un Body... Oh, ouais. Bref, de toute façon, c'est un twist qui ne marche que sur l'affiche, et ça n'a pas grand intérêt thématiquement parlant, non. Je voudrais aller un peu plus loin que ça, je vous rassure. On a déjà bien établi que Johnny Utah changeait sa façon de voir le monde au contact de Body. Mais du coup, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. Et sur ce point également, les deux films apportent une vision vraiment différente. Mais cette distinction n'est pas inintéressante. Mais avant toute chose, revenons sur la rencontre entre Johnny et celui qui deviendra son mentor spirituel, Body. Dans le film original, Johnny cherche à infiltrer le milieu du surf de Los Angeles pour son enquête et est présenté à Body un peu par hasard, via Tyler, celle qui lui apprend à surfer et qui se trouve être l'ex de Body. Dès cette première présentation, le montage nous fait comprendre qu'il est important aux yeux de son groupe.
Et le hasard faisant bien les choses, Bodhi invite Johnny à jouer le soir même à une partie improvisée de football américain, pendant laquelle il démontre être particulièrement doué. Peut-être même un peu trop, car il finit par plaquer violemment Bodhi. Bouh! Nom de Dieu, vous avez vu choc! Bouh! Et alors que toute la meute rapplique, prêt à lui péter la gueule, Bodhi, le chef de cette meute, même s'il a visiblement eu les nerfs pendant une petite période juste après le choc, Tu veux qu'on se la donne, dis? Tu veux qu'on se la donne? prend sa défense devant tout le groupe. Calme-toi, Roach, t'as pas l'air de savoir qui c'est. Non, je sais pas qui c'est, ce mec. C'est Johnny Utah, le quarterback des Buckeyes des interuniversitaires, tu te rappelles? Numéro 9, putain, tu nous honores! Et donc le légitime. Bodhi arrive à se maîtriser et relativise, car il sait qu'il vient de se faire plaquer par une ancienne star du football qui ne pensait sûrement pas à mal. Bodhi nous est donc présenté ici comme quelqu'un capable de faire la part des choses et avec la tête sur les épaules, et aussi de particulièrement chaleureux. Le choix du football américain n'est pas anodin pour cette scène. Ça reste un sport qui est un symbole de virilisme et de masculinité. Alors, vous apprendrez qu'il existe bien une ligue féminine de football américain aux US, mais ça s'appelle la Lingerie League, et voici leur maillot. Bon, voilà, je pense que tout est dit sur le niveau de foutage de gueule de Speed Con, mais bref. Le fait que Johnny ait pris l'ascendant sur Bodhi à ce sport est un symbole fort, et c'est ce qui lui apporte la légitimité suffisante pour faire son premier pas dans le groupe de Bodhi. La seconde rencontre entre les deux personnages est également fortuite. Johnny se fait emmerder pour une question de territoire, et Bodhi vient lui prêter main forte. D'ailleurs, coucou le chanteur des Red Hot. Oui, c'est bien lui, et d'ailleurs son seul rôle dans ce film et dans quasiment tout Hollywood aura donc été de se faire marave. Donc ici encore, Bodhi nous est présenté comme particulièrement aimable et empathique. Il vole au secours de Johnny qui est emmerdé mais qui ne lui a rien demandé. Au cours de ces deux rencontres, grâce à ses qualités et son talent, Johnny réussit à prouver sa valeur aux yeux de Bodhi. Si l'on réfléchit, il ne s'agit que d'un match de football américain, rien d'absolument extraordinaire, surtout aux US, et d'une baston, et on attend logiquement d'un agent du FBI qu'il sache se battre. Et donc, une fois qu'il a prouvé sa valeur et qu'il a en quelque sorte gagné la confiance de Bodhi, ce dernier commence à s'ouvrir à lui. Dans le remake, la première rencontre entre Johnny et Bodhi, c'est sur cette turbo méga vague là dont on a déjà parlé, Alors, je connais pas les règles exactes et je vais essayer de vous expliquer, mais en gros, visiblement, la vague, elle était à Bodhi, car elle s'est engagée avant, et Johnny lui aurait volé sa vague. Où il sort ce chien ? Et du coup, ça aurait niqué complètement la vague pour Bodhi. Écoutez, j'en rajoute même pas pour la vanne, c'est pas très clair pour moi, mais ce que je crois qu'il faut retenir, c'est que Johnny a visiblement fait un truc pas cool, et qu'en plus il finit par tomber et manque de se noyer. Donc c'est finalement Bodhi qui le repêche et lui sauve la vie. Il est ramené sur le yacht sur lequel Bodhi et sa bande sont. Bodhi lui dit qu'il l'a reconnu et l'invite à profiter de la soirée. Le lendemain, ils se parlent réellement pour la première fois, et le remake retombe sur ces dialogues mal foutus où les personnages expriment à haute voix ce que le film veut que l'on comprenne des dilemmes intérieurs de Johnny. Je me souviens de toi, de ta réputation. Plus de couilles que de talent. C'est peut-être même ce qui te rendait si fort. Mais la vraie question c'est... Toi, tu cours après quoi? L'original fait un peu ça aussi, mais de façon beaucoup plus subtile, car on a deux personnages qui interagissent de façon organique. Droit? Alors t'es avocat? C'est à moi que tu parles? Ah. Et c'est pas fini mon pote, il y a le surf. Les avocats, ça surfe pas. Celui-là, oui. Pas juste, là tu doutes, pas vrai, là tu doutes, tu te poses des questions, je le vois. Alors que putain, vous vous êtes rencontrés hier, et qu'il t'a grillé la priorité et visiblement mis en danger. Donc non, ce dialogue n'est pas naturel. Mais la deuxième rencontre du remake est probablement ce que je déteste le plus de tout ce film. Le remake reprend cette idée de test de virilisme, mais le foot, c'est pas assez extrême. Non, mais... non. Ici, on a littéralement droit à un fight club à Paris. Non, mais je veux dire, vraiment un fight club. La première règle du fight club est, il est interdit de parler du fight club. Johnny débarque, tombe la chemise et se bat contre Bodhi avec des gens qui regardent autour. Quatrième règle, seulement 2 hommes par combat. Il n'y a aucune justification, il n'y a aucun contexte, rien. Il y a juste un... Il court après quelque chose et il peut le trouver ici. Et c'est bon, boum, on se pète la gueule. Un seul combat à la fois, monsieur. Alors ok, en un sens, le remake fusionne le match de foot et la baston contre la bande rivale en une seule scène. Ok, mais pourquoi? Non mais pourquoi? C'est quoi le sens derrière un fight club à ce moment-là du film? Vraiment, là j'ai juste l'impression que le scénariste, il a vu Fight Club, il s'est dit « Putain mais ce film il est super cool, donc je vais mettre un Fight Club dans mon film, et mon film sera de ce fait super cool !» Donc bref, Tyler Durden pète la gueule à notre Johnny qui clôture cette scène avec un... Je crois que je sais après quoi je cours. Ok, l'autre lui répond son plus beau You know nothing Jon Snow. Tu sais que dalle.
Et voilà, fin. Et immédiatement après, les deux personnages partagent un joint, et d'un coup, voilà, ils dissertent sur leur vision du monde. Alors, ok, bon, désolé, je m'arrête une minute, mais je tiens à préciser ceci. Putain que c'est complètement con! Rien n'est organique dans la façon dont Johnny est intégré à la bande de Bodhi dans le remake. Je suppose que Bodhi croit en toi. Moi non. On part dans les Alpes à la première heure. Ce personnage n'a aucune raison de commencer à se livrer à Johnny, et puis honnêtement, bon, c'est de la vie purement personnelle. Mais clairement, ce Bodhi là, tout gritty, tout dark Sasuke là, je fume donc je suis cool, hein. Je balance des phrases pseudo-philosophiques pour me la jouer mystique, et je dois tabasser des gens pour me sentir homme. Bah, c'est vraiment pas un mec que j'ai envie de suivre en fait. On est loin de ce mec qui dégage un magnétisme et une aura, qui fait preuve d'une force mentale et qui m'intrigue en fait. Mais bref, on va développer un peu tout ça. Donc maintenant que nos deux Johnny sont les super potes de nos deux Bodhi, bah, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Commençons, une fois n'est pas coutume, par le remake. Car dans ce film, Johnny a une épreuve de plus à franchir par rapport au Johnny original. Il doit faire le deuil de la mort de son meilleur ami au début du film. Donc bah c'est simple, Bodhi lui explique qu'il doit arrêter de s'en vouloir pour l'accident, car ce n'est que ça, un accident, et que la culpabilité ne fera pas revenir la personne qu'il a perdue de toute façon. Voilà, il lui dit ça, n'est-ce pas? Non. Comment ça, non? Quand ce gosse s'est tué dans ton sillage, t'as changé de vie. Tu t'es condamné pour un crime commis par un autre. T'as laissé quelqu'un d'autre modifier le cours de ta vie. Je te juge là-dessus. Ah ouais. Non mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche en fait. Comment ça, le crime de quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas eu de crime là. Il y a eu un accident. Et on peut éprouver des remords et de la culpabilité pour quelque chose sans que ce soit entièrement de notre faute. Ça s'appelle juste être doté de sensibilité pour ce qui nous entoure ou d'empathie. C'est ma faute si c'est tué. C'est terrible qu'il soit mort de cette façon-là. Mais il a fait le choix de te suivre. On est responsable de son propre chemin uniquement. Les autres suivent le leur. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Non, Johnny n'est pas totalement étranger à la mort de son meilleur ami. C'est lui qui insiste pour faire la cascade, parce que, après tout, quand on veut, on peut. Jamais on passe là. Si, on passe. Suffit de le vouloir. Ouais, on souffle, hein. C'est lui qui mentionne les sponsors et le public. Et parce que, après tout, c'est bon. On a le talent, petit frère. Donc il a eu une influence non négligeable sur son meilleur ami. Et c'est cette influence qui, in fine, l'a poussé à tenter le coup alors qu'il ne le sentait pas. Je me chie dessus. Et qui fait donc que, in fine, bah, il est mort. Sans Johnny, au début de cette scène, son meilleur ami serait très probablement encore en vie. Donc on peut pas juste résumer ça à « il a fait son choix, c'est pas ta faute ». Que le Johnny s'en veuille, c'est normal. C'est pas forcément sain, c'est pas forcément quelque chose d'enviable, mais il a légitimement le droit d'éprouver de la culpabilité. Juste dire « tu as laissé quelqu'un d'autre dicter ta vie », c'est pas seulement complètement con, c'est aussi la preuve que ce Bodhi est à côté de la plaque vis-à-vis du fait que nos actions ont des conséquences. Plus tard dans le film, lorsqu'ils font la descente en snow là, ils arrivent à un cul-de-sac. Bah voilà, terminé. On est piégé. Une partie du groupe veut arrêter, mais pas Johnny, Même pas en rêve. qui décide de foncer tête baissée en fanfaronnant. C'est exactement le même comportement qu'au début du film avec la moto, en comprenant que le personnage n'a pas encore évolué. Et donc je vous le donne en mille, les mêmes actions produisent les mêmes conséquences. Après que Bodhi a convaincu le reste du groupe de le suivre, un des membres finit par tomber et mourir. Qui aurait pu prédire? Johnny est abattu à ce moment-là, et Bodhi lui répond ceci. T'y es pour rien! C'était mon tracé! Ton tracé? À partir du moment où il l'a pris, c'est devenu le sien et que le sien. Bon, vous comprenez bien qu'on est à un des points culminants du film thématiquement, pour ce qui est notamment du deuil. Johnny, dont la blessure du premier traumatisme n'est pas encore totalement fermée, vient de revivre le même événement traumatisant. C'est donc là que Bodhi est censé l'aider, lui apporter quelque chose pour le faire progresser, l'aider à aller de l'avant. Le simple fait de dire « il a fait son choix, c'est pas ta faute », je suis pas sûr que ce soit suffisant. Dans le fond, Bodhi n'a pas tort. Quelqu'un qui pratique un sport extrême et surtout fait l'un des 8 défis impossibles d'Ozaki là, il connaît les risques, il doit les assumer. Johnny ne lui a pas tiré une balle dans la tête directement, il a pris un chemin et l'autre l'a suivi. Ok. Mais pour autant, s'arrêter là, c'est avoir une vision ultra individualiste de la chose. Une vision très simpliste, trop simpliste même, qui nie toute influence du groupe sur l'individu. C'est genre ta daronne qui te disait « Et si tes potes ils sautent du pont, tu sautes aussi ?» quand t'avais fait une connerie avec tes amis. C'est un peu plus complexe que ça, tout le monde l'a bien compris. J'ai un scoop pour vous. Nos choix ne sont pas le seul fruit de notre libre arbitre, et notre volonté n'est pas absolue. On n'est pas immunisé contre toute contrainte ou influence extérieure, notamment parce qu'on est des êtres sensibles et sociaux. La psychologie et la sociologie ont justement largement démontré qu'un individu agit en fonction de son environnement social et du contexte, qui lui impose des biais, des pressions, quand bien même ces pressions et biais seraient involontaires ou non conscients. Mais je vous apprends rien là, hein. La psychologie des foules de Gustave Le Bon date quand même de 1895, c'est pas nouveau les gars. Mais même juste le principe de pression sociale en fait, ça désigne juste l'influence exercée par un groupe sur un individu.
afin de conformer les comportements ou les opinions d'un individu à celles du groupe. Là, on est en plein dedans. La responsabilité d'un événement peut et est souvent multifactorielle. La vision de Body qui résume tout à une simple question de choix individuel est ultra dépolitisante, car c'est une négation pure et simple de toute responsabilité sociale et collective dans des comportements individuels, ce qui va donc à l'encontre de l'ensemble de la littérature et recherche sociologique depuis tout le temps en fait. Mais là on touche du doigt le développement personnel à la con, celui qui te dit de reprendre ta vie en main comme si tu possédais nécessairement les clés de ton destin à chaque instant de ta vie, et qu'il n'existait pas des conditions matérielles d'existence contre lesquelles tu ne peux rien. Le message de Body dans cette scène, ce n'est rien d'autre que... Tu es triste? Arrête. Premier degré. Et surtout, le dialogue dans son intégralité est pire, car il prend justement en compte les fameuses conditions matérielles d'existence de Johnny. À savoir qu'il fait ça pour les sponsors, que la vie qu'il avait avant ne résulte pas que de son propre choix, mais bien de tout un système qui l'avait poussé un mardi après-midi random à être à cet endroit précis pour tourner une cascade bien précise pour des caméras, dans une industrie du divertissement qui sert de promotion à une marque de boissons énergisantes. Je veux dire, il y a toute une structure là, il y a peut-être un message, il y a peut-être quelque chose à critiquer, non? Genre, tu veux pas aller vers là, le film? Non? Tu vendais des boissons énergétiques. Ok. Je te juge pas là-dessus. Ah bah non, ok. Non mais évidemment, avec sa vision dépolitisée de tout, bah y a rien à analyser à part t'es faible, car t'es triste pour quelque chose que t'as pas fait. Ok, t'as dit ça, t'as rien dit. Ah putain, tu parles d'une inspiration. Gardez bien ça à l'esprit, hein, parce que là je commence à m'énerver, mais je suis loin d'en avoir fini avec ce putain de Dark Sasuke coach en développement perso de Wish là. Donc dans le film, Johnny suit les conseils de Body et décide de s'en battre les couilles. Laisse aller. On voit qu'il ressent des remords, mais on lui dit clairement « Mais c'est pas grave, c'est pas grave !» Donc réunion funéraire le soir même et scène suivante, hein, méga tough et on trinque à sa mémoire. Et c'est bon, on n'en reparlera plus jamais. Mais vous êtes des putains de machines dénuées de toute empathie, c'est pas possible. Non. Bon, maintenant que Johnny a fait son deuil, maintenant qu'il s'en fout des conséquences de ses actions, il est prêt pour la suite. On va enfin pouvoir attaquer la philosophie de Body et la raison pour laquelle Johnny doit l'arrêter dans ses films. Bon alors, je sais, 40 minutes de vidéo et on attaque à peine le gros morceau qui vous a été promis depuis le début de la vidéo. Non mais écoutez, je sors une vidéo tous les 4 ans. Alors vous n'allez pas en plus vous plaindre qu'elle est trop longue. Non, je ne veux rien entendre. On y va, let's go. Dans le film original, le mode de vie de Body et de son groupe est assez simple. Ils cherchent à vivre un été sans fin. Une vie libérée de la contrainte du travail et de l'aliénation du salariat. Toujours en quête d'adrénaline et de frissons, ces mecs ne vivent que pour le surf et organisent l'ensemble de leur vie autour de cette passion. Tu connais toujours pas le sens mystique de ce qu'on fait. C'est un état d'esprit. L'endroit où tu te perds et l'endroit où tu te retrouves. Tu le sais pas encore, mais t'as ça dans tes yeux. Tu sais, Brice, faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. C'est cette différence qui fera de toi un homme. Rien compris. Et vivre une vie simple, en groupe, en meute, en famille. Une vie équilibrée entre excès et rigueur, entre relaxation et discipline. C'est une vie détachée de toute possession, qu'elle soit matérielle ou bien sentimentale. Ils incarnent donc un idéal de liberté. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie. Ce que veulent ces mecs, en réalité, c'est le grand frisson. La sensation d'être vivant, quelque chose que l'on ne peut ressentir que dans une situation extrême, transcendée, amplifiée par le danger, ou la mort potentielle. Tu vois, il y a des gens qui se sniffent, il y en a d'autres qui se piquent, il y en a qui boivent, alors qu'il suffit de sauter. Ils cherchent la sensation ultime. Les mégavax, c'est pour les machos, les ignorants et les suicidaires. C'est pas vrai, c'est le panard suprême. Y a rien qui s'en approche, même pas le sexe. Ça se résume très clairement en un gros carpe diem, mais qui, dans le film, plus qu'un simple tatouage, arrive à être quelque chose de véritablement enviable. Car évidemment, ce mode de vie nous est présenté sous un jour particulièrement positif et biaisé. En agissant de la sorte, ils vivent évidemment en marge de la société, car ils refusent de jouer selon les règles du jeu normal de notre monde. Et oui, dans la vraie vie, on est contraint de travailler la majeure partie de notre temps pour se libérer suffisamment de temps et d'argent pour pratiquer nos passions. Eux, ils ont dit fuck à cette vie. Bon, vous vous doutez que ça peut pas être aussi simple, qu'il manque un facteur dans l'équation, l'argent. Évidemment, comment font-ils pour vivre durablement avec un tel mode de vie? Eh bien, c'est là qu'interviennent les anciens présidents. On ne bouge plus! On lève les mains et on baisse la tête! Les anciens présidents ont braqué 27 banques en 3 ans. Franchement, on entend ça, on se dit... Ça fait beaucoup là, non? Ouais, bah oui, déjà oui. Mais en fait, ils ont un mode opératoire très précis. Tout le travail en 90 secondes. Et personne se fait tirer dessus. Et ils se cantonnent seulement au guichet. Ils s'attaquent pas au coffre?
Non, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sont pas avides à ce point-là. Donc en réalité, ils volent pas des sommes faramineuses. On se doute bien que les mecs partent pas avec 1000 milliards de dollars à chaque fois. Chaque casse n'est pas l'affaire du siècle. Ils prennent juste ce dont ils ont besoin pour éviter d'avoir à travailler pendant les semaines ou mois qui viennent. Bodhi et sa bande effectuent donc des braquages en étant grimés en Reagan, Nixon, Johnson et Carter. 2 républicains et 2 démocrates, si vous vous posez la question. C'est une critique évidente du système et de l'ordre établi. Derrière cette simple idée, c'est tout un pan de l'imaginaire collectif qui est mobilisé. L'image de ceux qui incarnent l'ordre et la légalité est détournée pour devenir un symbole de criminalité et de transgression de ce même système. Enfin, transgression... Aucun coup de feu n'est tiré, jamais de blessés, la violence est symbolique. Les présidents vous dépouillent de votre argent et s'en vont. Et n'est-ce pas ce qu'ils ont toujours fait de toute façon? On vous a baisé pendant des années, alors on n'est pas la sonde, pas vrai? Alors cela joue évidemment sur notre propension au... Tous des pourris, alors écoutez, on en a déjà parlé, je veux dire, les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Et à la vision libertarienne qui soutient que l'État est un parasite, qui taxe toujours un peu plus d'argent aux petites gens pour son propre profit, que l'impôt et les taxes sont du vol et une spoliation organisée. Le braquage de banque à main armée par des anciens présidents n'est qu'une représentation directe, plus littérale de cette idée. Ça va, Richard? Je mets en application votre ticket modérateur, monsieur le président. Et en mobilisant cet imaginaire, Bodhi se place comme foncièrement anti-étatique, voire anarchiste. Pourquoi rester le valet de la loi alors que tu peux être son maître? Envoyez. On ne contracte pas. On ne contracte pas. En ce sens, l'utilisation des anciens présidents n'est alors plus une transgression du système, mais bien une véritable critique de ce système qui utilise et détourne l'une de ses composantes essentielles afin de mettre en lumière ses incohérences et ses dysfonctionnements. Par terre, le petit. Ton fric est assuré, tu vas quand même pas mourir pour lui. En somme, c'est une satire, une caricature. En vous remerciant, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas, votez pour moi. Lors des braquages, Bodhi et sa bande sont stricts, violents, organisés et rapides, en ce qui concerne le fait de voler du pognon. Mais ils n'hésitent pas à agir comme des pitres et des bouffons, loin de l'habitus que l'on attribuerait à des anciens présidents. Je ne suis pas un escroc! C'est à la fois une manière d'entacher l'image et l'aura de ces mêmes présidents, et une manière pour les braqueurs de montrer qu'ils ne respectent rien et se sentent hors de tout danger. Là où l'idée des anciens présidents c'est purement du génie, c'est que toute cette analyse, tout ce que je viens de dire, c'est jamais explicité dans le film. C'est le simple fait de voir des anciens présidents braquer des banques qui mobilise naturellement nos instincts anti-système et nos réflexes idéologiques qui valident le « tous pourris » prôné par Bodhi. Même le développement que je viens de faire là, il est totalement superfétatoire. Vous aviez déjà compris tout ça rien qu'en imaginant Sarko, Chirac, Mitterrand et Hollande braquer des banques. Bon, mais on peut pas s'arrêter là. Il faut quand même indiquer que ça reste une vision très américaine du monde, avec un romantisme des gangsters qui sont présentés comme des personnes en quête de liberté et en révolte contre un système oppressif. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Liberté! Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? On refuse le conformisme, on refuse le matérialisme et on refuse la société de consommation. Ce qu'on a fait, c'était pas pour le fric. C'était une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. Sauf qu'en réalité, leurs braquages n'ont aucune portée idéologique. C'est du décorum, un bel emballage de rien du tout. C'est une façade qui permet à Bodhi de se donner une bonne conscience et de légitimer ses positions. L'argent qu'ils volent lors des braquages ne leur sert qu'à voyager autour du monde pour faire du surf, se bourrer la gueule et vivre sur la plage toute la vie. Il n'y a aucune portée politique à ces braquages. Les actions de Bodhi, en dehors de ses discours, ces actions n'ont aucune influence sur le monde extérieur. Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. Le Bodhi de ce film incarne donc une forme d'individualisme anarchiste, une vision dans laquelle l'individu prime sur la collectivité. Il a trouvé un moyen de vivre la vie qu'il rêve, et donc il reste dans son coin et c'est tout. Il s'est créé son petit havre de paix personnel avec son petit groupe, et sa vision ne va pas plus loin. Parce que là, vous êtes en vacances, très bien. Mais à la rentrée... Il ne souhaite pas un monde meilleur pour tout le monde, non. Il se pense meilleur que tout le monde, et tant pis pour les autres. Je suis plus fort, je suis plus malin, je suis meilleur. Je suis meilleur! En réalité, il n'y a donc aucune volonté de changer le système. Il a même besoin de ce système. Car contrairement à ce qu'il croit dénoncer, c'est lui qui agit comme un parasite. Il a besoin des banques pour pouvoir les braquer. Il faut donc que ces banques fonctionnent. Il faut donc que l'économie capitaliste tourne. En ne s'attaquant à aucune structure, en ne réalisant que des actes individuels, isolés et dénués de toute logique globale et politique, il ne va pas renverser le capitalisme. Tout ce qu'il va réussir à faire, à la limite, c'est d'augmenter les cotisations d'assurance des banques. Ce qui va finalement se reporter sur les citoyens lambda. Reagan, Nixon, Carter et Johnson, ils dorment sur leurs deux oreilles.
Les personnes qui ont subi ce braquage de banque, en revanche, vont avoir un petit traumatisme à gérer, eux. La vision de Body, le carpe diem, fuck le système, je pense qu'à ma gueule, peut donc être attrayante au premier abord, mais elle montre vite ses limites. Le groupe de Body s'avère être des petits cons immatures, très auto-centrés, focalisés sur la performance, et à qui, vraiment, il n'est pas arrivé grand-chose dans la vie. Et moi, je verrai pas la trentaine. S'agirait de grandir. S'agirait de grandir. Si Johnny comprend l'attrait global du mode de vie centré sur une passion et non autour du travail, il n'est pas pour autant prêt à franchir le cap de la criminalité pour vivre cette vie à temps plein. Je ne peux pas faire ça. Mais si. Ça peut te plaire, t'en sais rien. Il se refuse à sortir totalement du système. C'est le grand frisson. Body, tu vas te réveiller, putain de bordel de merde. Je suis agent au FBI. Je suis un flic. On reviendra sur le dilemme de Johnny, mais ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que Johnny représente donc une menace pour Body et son mode de vie. C'est la raison pour laquelle Body, lui qui prétend... Moi, je déteste la violence. ...est obligé de recourir à la violence pour forcer la main à Johnny et maintenir son mode de vie. Si sa vision était véritablement souhaitable, alors il n'aurait pas besoin de recourir à la violence pour la faire accepter. Comme on dit, la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Non, c'est des putains de conneries, vous pouvez cramer des trucs. Et c'est là que la comparaison avec le remake a le plus de sens. Le Body du remake, il est raté. On l'a déjà vu et il y a encore des points que je dois soulever. C'est un fait. Mais je dois reconnaître que le Body du remake corrige au moins une partie des problèmes que je viens de soulever. Alors, concrètement, c'est quoi le but de Body et de sa bande dans le remake? Ici, ciao le carpe diem, non, on est sur un truc beaucoup plus complexe. Initialement, le 8 d'Ozaki est un défi censé être impossible, mais qui a pour but d'honorer la nature. Le 8 glorifie les forces vitales de la Terre. Et Ozaki voulait accomplir le 8 pour attirer l'attention du monde sur la beauté de cette planète. Et sur le fait qu'elle agonise. Celui qui fait ce défi doit tenter, lors de chaque épreuve, de restituer à la Terre ce qu'il lui prend. Il faut donner plus que l'on reçoit, si on souhaite empêcher la destruction du monde à qui on doit la vie. Ça ressemble à une sorte de symbiose entre dépassement de soi physique et spirituel et un respect et une préservation de la nature. Mais Body nous dit que non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien de spirituel, on ne vient pas chercher le nirvana. On vient essayer de sauver la planète en ne faisant qu'un avec elle. Et pour ça, tu dois être capable de faire abstraction de toi-même, et à jamais. Bon, c'est un peu laborieux de vous résumer tout ça, mais je vous rassure que c'est tout aussi laborieux dans le film. On a un dialogue chant contre chant interminable entre Johnny et la Taylor du remake, dans lequel elle nous raconte toute l'histoire sans aucune putain de mise en scène. La mise en scène est juste absente. C'est feignant comme le premier animé venu qui enchaîne les images fixes avec un léger travelling. Et c'est clairement le moment où ton daron s'endort sur le canapé si vous matez un film en famille. Mais si on veut comprendre le Body du remake, on est obligé de réexpliquer ça, parce que c'est sa raison d'agir. Ozaki est mort écrasé par un baleinier alors qu'il tentait de protéger des baleines à bosse en mode Sea Shepherd. Le jeune Body, qui a été témoin et qui a survécu à ce meurtre tragique, a décidé qu'il accomplirait ce qu'Ozaki n'a pas pu faire. Mais il a aussi décidé que les idées c'est bien, mais les actes c'est mieux. Et c'est justement pour sa manière de restituer lors des défis qu'il accomplit qui fait que le Body du remake est recherché par le FBI. Alors, concrètement, cette restitution, elle se matérialise comment? Pour le premier défi, ils ont carjacké un avion en plein vol et redistribué des millions de dollars dans un petit village très pauvre du Mexique. Pour le second défi, ils ont volé 10 millions de carats de diamants d'une valeur de 100 millions de dollars qu'ils ont dispersés chez les plus pauvres des pauvres dans les taudis de Bombay. Bon, très bien. Donc on a affaire à des Robins des Bois, on prend aux riches pour donner aux plus pauvres. Jusque-là, moi j'ai aucun souci. Ça va pas changer le système qui a créé de telles inégalités en premier lieu, mais c'est déjà mieux que rien. Ici, les actions de Body ont un impact concret sur les autres, et principalement sur les perdants du capitalisme, et donc sur ceux qui ont le plus besoin d'aide. Sauf que, le petit problème, c'est que dans les faits, c'est pas juste ça qui se passe. C'est pas juste des Robins des Bois, non, c'est un peu plus compliqué que ça. De toute façon, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Le troisième défi, le premier où on suit vraiment Body, c'est la fameuse turbovague géante sur les côtes atlantiques françaises là. Bon, ce défi-là, ça consiste à surfer l'après-midi tiré par un jet ski, puis soirée sur un yacht le soir, et avion pour Paris le lendemain. Et puis même plus généralement, le projet de Body, c'est de voyager sur les 6 continents juste pour se faire son petit kiff personnel sportif. Ça ressemble quand même pas mal à des vacances de gros richou occidental, ça quand même. Je vois qu'il y en a qui se gavent sur le chemin de la spiritualité. On restitue vraiment, là? Vraiment, t'es pas inspirant.
T'es juste Inox Tag, Esprit Sushi et Esprit Shogun. D'abord, c'est quoi l'esprit Shogun dont vous... Shonen. Non, shonen. Ouais. T'es ce couple qui part en Thaïlande, dort dans un hôtel 4 étoiles, mange des burgers et des pizzas et fait une balade en dos d'éléphant. Mais j'ai acheté un bracelet au loco parce que quand même, ils m'ont changé ma vision du monde. Ils n'ont rien et pourtant, ils donnent tout. Vous pouvez nous montrer qu'ils mangent dans un refuge en mode la petite maison dans la prairie là. La réalité, c'est qu'on apprend que ce body est sponsorisé par un milliardaire pour réaliser le 8 d'Ozaki. Ce bateau, c'est le sien. Alpharic, il nous sponsorise. Sponsorise pourquoi? Être les premiers à réaliser l'impossible. Vous pouvez tourner ce milliardaire en ridicule là. Il a quand même plus de fric que l'ensemble des gens qui vont regarder cette vidéo et de leurs parents réunis. Regarde cette tête de nœud. Il a plus de blé que beaucoup de petites nations. Donc c'est bien de voler des banques et des bijoux et de les redistribuer. Mais dans un monde où les milliardaires existent, il se pourrait que juste celui qui te sponsorise ait tout autant, si ce n'est plus d'impact sur le système. Si t'as vraiment envie de faire ruiseler, il y a un moyen très simple là. L'action de ce body est donc portée par une cause écologique qui dépasse l'individu. On est sur l'exact opposé du body original, centré sur lui-même, et pour une fois, je trouve que c'est une bonne chose. Même si les deux ne répondent pas aux mêmes problématiques à strictement parler, leur vision du monde est différente et intéressante. Mais c'est pas parfait pour autant. Si on gratte ce vernis, la vision du body de ce remake reste paradoxalement déconnectée d'un projet politique cohérent. Ok, les gens pourrissent la planète. Et tu veux agir, je comprends, mais alors faut trouver un autre moyen. Le monde agonise. Regarde autour de toi, t'as une meilleure idée? Ça a toutes les chances de partir en vrille. C'est en ça que t'es pas comme nous, Ita. Toi, tu vois les limites. Nous, la réalité. Je rapproche ce body du principe de l'action directe. Sans vouloir faire une énième digression de théorie politique, je vous laisserai les voir si ça vous intéresse, mais l'action directe est une théorie politique qui provient d'un groupe terroriste communiste qui a agi sur le territoire français entre 1979 et 1987. L'idée, comme le nom du groupuscule l'indique, c'était d'agir directement et avec violence pour changer la société. L'action directe est en opposition avec le réformisme, qui lui est l'idée qu'il faut passer par les urnes et les élections pour changer le système, petit à petit. Bon, je simplifie à mort parce que c'est beaucoup plus complexe et plus nuancé que ça, mais vous comprenez donc que l'action directe est une forme de radicalisme et de terrorisme auquel on attribue, à tort ou à raison, un projet politique. Vous pouvez penser que je pars un peu loin, mais c'est totalement ce qui anime le body du remake. Et le point culminant de sa vision et de sa restitution à la Terre est l'attentat terroriste contre une mine. Cette mine en contrebas. On lui met les boyaux en vrac pour de l'or depuis plus de 20 ans. On va lui en rendre un peu. Cette fois, on parle plus d'un petit braquage de banque ou de bijoux. Non, l'idée ici c'est de faire sauter une mine et qu'elle s'effondre afin d'arrêter l'exploitation mortifère des ressources de la planète. Là, on vise à avoir un vrai impact structurel, aussi bien sur le capitalisme que sur l'écologie. Et ne faites pas les choquer si vous avez déjà joué à Final Fantasy VII parce que l'écoterrorisme, vous avez grandi avec. Alors, si on reste vraiment juste sur le plan des idées. Admettons. Ok, pourquoi pas. On tape dans le portefeuille, on met à l'arrêt la production d'une mine qui extrait des métaux rares, ce qui, dans notre société actuelle, bloque la production d'énormément de matériel informatique ou technologique. Le message est clair, facilement identifiable. Mais vous comprenez bien que la destruction de cette mine, ça va faire des dizaines, voire des centaines de victimes innocentes. Parce que, le mec qui bosse ici, là, il roule pas sur l'or, lui. Il fait ce taf parce que c'est le seul taf de la région et qu'il faut bien s'acheter à bouffer. Les employés de cette mine, ils ont rien demandé. Et ils aimeraient probablement faire autre chose si on leur laissait le choix, ou s'ils avaient le choix. On en revient à ces fameuses conditions matérielles d'existence. Faire s'exploser une mine, c'est bien s'attaquer au portefeuille du propriétaire de cette mine, mais c'est aussi faire payer à l'ensemble des victimes du système capitalisme obligé de faire avec quelque chose pour lequel ils ne sont pas responsables. Donc les ensevelir et les tuer, ça va pas leur apprendre grand chose. Nombre mourront de cruelles manières, mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. Et je ne parle même pas du fait qu'ils veulent ensevelir la mine en explosant une montagne. Niveau destruction de l'habitat et de l'écosystème local, on est pas mal là. Préservation de la nature, on repassera. Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite. Et que Body veuille faire abstraction des conséquences de ses actions pour un objectif plus global est une vision qui se tient. C'est un radicalisme, c'est un terrorisme, c'est quelque chose qui se tient, surtout quand il est présenté comme étant le méchant du film que l'on doit arrêter. Mais cette fameuse question des conséquences de ses actions est à peine soulevée dans le film. Contrairement à cet autre film-là que le remake essaie de singer, mais de toutes ses forces, putain. Notre grande guerre est spirituelle. L'action directe n'a pas pour but d'être une fin en soi, mais de déclencher un réveil populaire, d'être la première marche.
volontairement trop extrême d'une révolution plus globale, en ouvrant à fond la fenêtre d'Overton et en n'hésitant pas à attaquer les puissants, en renversant le rapport de force. Mais oui, effectivement, cette vision a ses limites. Mais dans le film, toute cette vision politique est ramenée à... Anna Carbon est une société majoritairement américaine, donc nous, le FBI, nous sommes concernés. L'impact populaire de ces actions n'est jamais montré. La question ne se pose jamais si c'est bien ou mal. C'est mal, point. Des multinationales en partie américaines perdent de l'argent, donc c'est mal. On s'arrête là. Près de 100 millions de minerais d'or au détriment de la Gromman Mineral, qui est, elle aussi, une multinationale en partie américaine. Mais franchement, c'est dommage, car le body de ce remake a quelque chose à dire. Quelque chose de plus en plus actuel à l'heure où j'écris ces lignes, avec les ZAD, avec les réformes populaires, les oppositions à des projets anti-écologiques, avec, la gronde populaire. Tabasser les manifestants sans aucune raison. La prise de conscience qui est en train d'être faite, notamment par les jeunes générations, vis-à-vis du fait qu'on est en train d'exploiter la planète et de la détruire. Mais voilà, on en revient juste à une question de des boîtes américaines ont perdu de l'argent. Donc, ouais. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, non pas. Si je résume, notre Johnny a découvert une nouvelle manière de vivre, ou bien a retrouvé l'amour de sa passion, mais cette nouvelle vie implique d'un côté de mener une vie de criminel et de l'autre d'être un éco-terroriste. Alors qu'on rappelle qu'il est flic à la base et qu'il est mis sur cette enquête précisément pour arrêter les criminels. La question fondamentale que pose Point Break, quelle que soit la version, est quelle est la vie que tu choisis ? Une vie bien sage, stable, dans les règles, ou une vie remplie de frissons, la fast life mais hors des règles ? Le fait d'interroger un personnage qui est un policier rend le dilemme d'autant plus complexe, car on suppose naturellement que les Johnny ont des valeurs de flics assez conservatrices, d'ordre, de stabilité, de respect de la loi. Le point culminant de tous ces films est donc le moment où Johnny est forcé de faire un choix entre ces deux vies. Toi, quand tu tires, tu rates pas. Là, je l'ai raté. Non, à mon avis, ou t'as peur, ou tu commences à être beaucoup trop copain avec ton surfeur gourou. Et je crois pas que t'aies peur. C'est le moment de choisir dans quel camp tu es. Il existe deux sortes de familles, Brian. À toi de choisir à laquelle tu appartiens. Faut jamais s'en prendre à la famille. Dans le film original, pendant la moitié du film, Johnny mène son enquête, mais il est trop naïf pour comprendre que les braqueurs de banque qu'il cherche sont bel et bien Body et sa bande. Alors il accuse en premier lieu des mecs qui, aux premiers abords, correspondent plus aux critères de base et à l'idée qu'on se fait de malfrats. Mais lorsqu'il finit de comprendre qu'il s'agit bel et bien de Body, c'est-à-dire des mecs qui n'ont pas une pancarte avec marqué criminel placardé sur le front, mais bien des jeunes normaux, il est évidemment perturbé. Surtout qu'il a eu le temps, dans le film, de nouer de véritables relations avec eux. Ainsi, dans les deux films, le schéma est exactement le même. Johnny révèle être un agent du FBI pour arrêter Body. S'ensuit une course-poursuite à l'issue de laquelle Johnny s'avérera incapable de tirer sur Body pour l'arrêter, le laissant donc s'échapper. Évidemment qu'on va comparer les deux versions parce que le remake, le remake n'a rien compris de pourquoi ça marche dans l'original et je n'en peux plus de prononcer cette phrase, putain. La course-poursuite du film original est cool parce qu'elle est terre à terre. Elle fait d'ailleurs écho à une précédente scène du film dans laquelle Johnny courait déjà après Body et dans laquelle on a vu qu'il était plus rapide. Il était donc capable de le rattraper. Ça, c'est du foreshadowing comme on les aime, mes amis. Johnny va courir après Body, c'est l'histoire du film qui nous était présentée dans cette scène. Quand arrive enfin la vraie scène de course-poursuite, on voit que les personnages évoluent dans un environnement pavillonnaire, qui renforce le réalisme du film, tout en étant un setup plutôt original. Pas besoin d'en faire des caisses pour que ce soit bien, même si ça reste impressionnant techniquement. Ok, on n'est pas sur du Jason Bourne, mais c'est quand même correct avec les mouvements de caméra qui suivent, etc. D'ailleurs, je précise, mais si ça avait été moi, la course-poursuite se serait arrêtée très précisément ici. Voilà, là, c'est fini. Plus tôt dans le film, on nous a expliqué que Johnny avait un genou fragilisé. C'est d'ailleurs ce qui avait mis fin à sa carrière de footballeur. Lors de cette scène, dans la précipitation, Johnny finit par tomber précisément sur ce genou, ce qui l'handicape et permet à Body de le distancer. Il ne peut donc plus l'arrêter autrement, il est contraint de sortir son flingue et de viser Body. Arrive ainsi le moment le plus connu de tout Point Break, et c'est pour une bonne raison. Johnny braque son flingue sur Body, mais ne peut se résoudre à tirer et finit par... Encore une fois,
Ici, tout est visuel. C'est dans le jeu de regard entre les personnages que tout se ressent. On n'a pas besoin qu'on nous explique pourquoi Johnny ne tire pas. No, shut up, I don't need you! Les personnages n'ont même pas besoin de parler pour que ça fonctionne. Un échange de regards, un plan plus resserré, jusqu'à même un gros plan sur les yeux de Body, qui nous permet de nous mettre dans la peau de Johnny. Le masque de criminel disparaît au fur et à mesure et ne persiste que les yeux de son ami. Tirer à ce moment-là pour Johnny ne signifie plus tirer sur un criminel, mais tirer sur Body. Et ça, il n'en est pas capable. Alors il tire, hein, mais pas sur Body, ce qui symbolise son dilemme intérieur de façon parfaite. La réalisation du film nous a fait peu à peu disparaître le masque du criminel pour ne faire persister que Body, c'est le dilemme de Johnny, on l'a compris de façon visuelle, voilà. Terminé. On sait, nous, qu'il ne va pas tirer. On a compris, enfin, je veux dire, sinon il n'y a pas de film. Mais lui ne le sait pas encore. C'est le point du film où il réalise qu'il n'est plus capable d'arrêter Body, qu'il a déjà trop changé. C'est là le point culminant du film. Hein. À ce moment précis, la scène finale, elle est déjà justifiée. Hein. Il n'a plus la volonté d'arrêter Body. Ses valeurs et sa morale d'agent du FBI ne sont plus ce qui dicte sa vie. Dans le remake, la scène se déroule sensiblement de la même manière. À ceci près que, dès le début, Johnny ne peut pas se résoudre à tirer sur Body pour l'empêcher de détruire une montagne et de tuer d'innombrables civils innocents. Et ça pose 12 000 problèmes. Déjà, ça pose une question d'échelle. Dans l'original, il ne s'agit que d'un petit casse de banque, il n'y a pas de vie en jeu, l'impact est limité. Pourtant, lorsqu'ils sont pris en flag et qu'ils s'enfuient, Johnny tire. Alors il rate, mais il tente de les arrêter. Ici, alors même que Body a le détonateur entre les mains et que son regard fait clairement comprendre qu'il n'est pas là pour être ici, qu'il est prêt à niquer des mères, Johnny pleurniche « Ouais, me force pas à tirer, mais bordel! Mais fais un tir de sommation, tire à ses pieds, tire-lui dans les jambes, enfin fais quelque chose !» Mais il ne fait rien. Donc évidemment, Body s'échappe et faut lui courir après. Sauf que là, c'est Point Break 2015. Et vous l'avez compris, dans Point Break 2015, on va pas juste courir entre des maisons et se casser la tête à faire une bonne mise en scène. Mais non! Oh que non! Non, à la place, on va se faire une course-poursuite en descente de montagne via motocross à travers la forêt pendant qu'il y a une avalanche de cailloux qui nous tombe dessus. Mais ne nous touche jamais, évidemment. Parce que t'as compris qu'on est des mecs de l'extrême ou pas? Qu'il en faut toujours plus! Quitte à ce que ce soit une full effets spéciaux CGI mes couilles. Mes couilles, voilà, mais t'as compris? Alors, je vais essayer d'être objectif 2 secondes et indiquer que, comme l'original, cette course-poursuite en motocross fait écho au fait qu'au début du film, Johnny nous est présenté comme un professionnel de la moto. Et qu'il est donc censé être meilleur que Body dans cette scène. Donc il va le rattraper, hein. Enfin, je veux dire, l'autre il est bon, mais il est pas meilleur qu'un ancien mec qui était sponsorisé pour faire de la moto à H24, hein. Ah, ok. Pourquoi pas? Bref, ils tombent tous les deux et on se retrouve à THE moment de Point Break. Moment que le remake ne pouvait pas ne pas refaire. Donc Johnny sort son flingue et... Quand t'es venu à Paris, à l'ancienne gare. Donc on a un dialogue cette fois dans la scène. Et bon, si on analyse, oui, on a un dialogue dans cette scène. Ça tient au fait que Johnny s'est déjà retrouvé dans cette position il y a 2 minutes. Donc on sait qu'il va pas tirer à ce moment-là puisqu'il a déjà pas tiré il y a 2 minutes quand il pouvait encore empêcher Body de tout détruire. C'est pas maintenant que le mal est fait qu'il va le tuer. Il y a tellement aucun enjeu dans cette scène que Body se retourne absolument serein car il sait qu'il ne va rien lui arriver. Et donc pour légitimer que Johnny vide son chargeur en l'air, il faut que le film nous donne un petit dialogue artificiel qui nous explique bien clairement: être un flic c'est pas bien et je voulais te sauver de ton dilemme intérieur. On savait que t'étais un flic. Alors pourquoi tu m'as laissé faire? Parce que je croyais pouvoir te sauver. Donc voilà, Johnny vide son chargeur et puis voilà, on a eu la scène, bravo. Mais il n'y a pas de mise en scène ici, il n'y a pas de jeu sur les cadres, sur les regards, sur les respirations. La scène n'est portée que par les dialogues et il n'en ressort donc aucune tension. La règle du show don't tell, c'est on nous explique tout. Et donc ça ne marche pas. Vous avez foiré le moment à ne pas foirer dans le remake. Qui est nul! Sur de là, les films prennent des directions différentes, mais qui traitent tous deux du fameux dilemme de Johnny. Dans l'original, techniquement, Johnny n'a pas la certitude que les braqueurs sont bien Body et sa bande. Mais c'est un jeu de dupes. À ce moment-là du film, tout le monde sait qui est tout le monde à présent. Mais tu fais comme si c'était rien passé. C'est un agent fédéral, ton Johnny. Pourtant, Body feint l'ignorance et tente un ultime move pour convertir Johnny. Je suis sûr que ça doit être pendant, mais il se trouve que je me suis démoli le genou.
Ah oui, c'est vrai, je t'ai vu pointer. Arrive donc la scène du saut en parachute dans laquelle Johnny, on l'a déjà vu, va vivre une expérience incroyable. L'idée ici pour Bodhi, c'est un peu « regarde ce qu'on fait avec l'argent des braquages, ça pourrait être ta vie ». Mais néanmoins, Johnny refuse de participer à un braquage et donc Bodhi est contraint de prendre Tyler en otage pour le forcer à participer. Et comme on l'a vu précédemment, si t'es obligé de forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est que tu n'as pas réussi à le convaincre. La différence la plus fondamentale entre les deux films tient à un élément que j'ai volontairement laissé de côté depuis le début, Tyler. Il s'agit à proprement parler de l'unique personnage féminin du film. Mais il y a un message et un intérêt à ça. Tyler est l'ex de Bodhi. Ils ne sont plus ensemble, mais elle continue de rester avec eux, même si elle ne participe pas à tout ce qui est criminel. Tyler fait du surf. C'est même elle qui apprend à Johnny à surfer en devenant sa coach. C'est donc elle le premier pas de notre protagoniste dans cet univers. Et c'est au cours de ces longues sessions que les deux personnages se rapprochent. Mais Tyler, elle a aussi un taf. Un petit taf alimentaire, hein, mais proche de l'eau qui lui permet de vivre sa passion et d'avoir du temps sans pour autant devoir braquer des banques. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. En bref, c'est le personnage le plus raisonné du film. Perdue dans un cocktail d'ados attardés qui suivent un gourou mystique, elle comprend vite les limites de la vie prônée par Bodhi. Ils se chutent tous à l'adrénaline, ces pauvres mecs. J'espère pour toi que tu cautionnes pas le trip banzai, ces groupies mystiques. Elle a sûrement elle-même été sous son emprise pendant un temps, avant de réussir à prendre du recul. Les mégavagues, c'est pour les machos, les ignorants et les suicidaires. C'est pas tragique de mourir pour ce qu'on aime. Ça pue les hormones ici. Le film est réalisé par une femme, hein, je le précise comme ça. Et elle avertit Johnny sur les dangers de suivre aveuglément Bodhi. T'emmèneras jusqu'au bord du gouffre, et peut-être au-delà. Tyler compte beaucoup pour Johnny. En réalité, lorsque Tyler s'en va dans cette scène, Johnny la suit et quitte les autres. Lorsqu'ils vont surfer la nuit là, Johnny surfe côte à côte avec Bodhi, tous deux n'étant que des silhouettes, ce qui fait écho à la scène d'ouverture, hein, dans laquelle Bodhi, je vous rappelle, n'était qu'une ombre indéfinie. On comprend donc que Johnny est devenu un surfeur et qu'il a rejoint le groupe. D'ailleurs, on a le droit à un magnifique... Je suis le roi du monde! Bien des années avant que Cameron, producteur du film Point Break, hein, on le rappelle, le repompe gentiment dans une de ses petites productions de la fin de la décennie. Je suis le maître du monde! Ta gueule! Après, vous inquiétez pas pour lui. Cameron, au même moment, il était occupé avec un autre petit film mineur de l'histoire du cinéma. Et cependant, à la fin de cette scène, Johnny décide de rester un peu avec Tyler et quitte encore une fois les autres. Il est donc en réalité un peu comme elle, proche du groupe de Bodhi, mais pas réellement au cœur de celui-ci. Ainsi, le Johnny original est présenté à deux chemins différents, très proches, qui ont beaucoup de points communs. Mais il voit et sait qu'une porte de sortie existe, que la vie prônée par Bodhi n'est pas la seule solution pour vivre sa nouvelle passion. Ça peut paraître débile et évident, hein, mais je vous assure qu'il existe en réalité une guerre assez subtile dans le film entre Tyler et Bodhi pour savoir qui arrivera à le faire pencher dans son camp. Johnny a ses démons à lui. Hein, Johnny? L'erreur de Bodhi dans le film original, et la raison pour laquelle il n'arrivera jamais à convaincre Johnny, c'est qu'il fait le choix de prendre Tyler en otage. Qu'est-ce que c'est? Une assurance personnelle. Il décide en quelque sorte de supprimer la concurrence, mais ce faisant, il perd toute possibilité de soutien de Johnny, car son mode de vie apparaît d'un coup comme brutal et non souhaitable. À partir de ce moment-là, Bodhi a perdu. Dans le remake, oui, un personnage féminin existe. Alors, c'est plus Tyler, c'est Samsara. Après la turbo méga vague, Johnny est repêché sur le yacht et Bodhi lui dit clairement « amuse-toi ». Et Johnny, s'amuse. Il rencontre donc Samsara, qui le dévore des yeux instantanément. On a le droit à un petit dialogue entre les personnages et... J'aime l'océan. Ouais, bref, ils se parlent 2 minutes avant que le film ne se rappelle qu'il ne sait pas écrire des dialogues et que, par contre, les meufs en maillot, ça marche bien en fait. Donc, hop, elle décide de sauter à l'eau, sortie de nulle part. Ouah, mais la déglingo quoi! Trop une ouf! S'ensuit une scène de drague sous l'eau, plutôt belle, hein, mais où juste après avoir sauté, ils retiennent leur respiration pendant... 13 minutes environ. Bon, voilà, vous l'aurez compris, et ça va baiser. Non mais je veux dire, vraiment, ils se reparlent un peu rapidement, avec presque un peu de complicité entre les deux, mais... Comment ne plus le chercher?
On voit ça plus tard. Ta gueule. Oh, ici ça baise, t'as compris? Donc voilà, c'était la scène d'introduction de la Tyler du remake. Le problème en fait, c'est que Samsara, elle fait partie intégrante de la bande de Body dans le remake. Donc en fait, elle n'est pas une autre voie, elle n'est pas une alternative. Donc on se retrouve limité à flic qui arrête Body ou pas flic qui rejoint Body. Et du coup son perso est juste un love interest un peu inutile. Le remake n'a pas compris le rôle de Tyler, et donc il ne sait pas quoi en faire. Après un Johnny raté, un Body raté, on a une Tyler Samsara ratée. Lorsque Tyler explique des trucs à Johnny sur Body, c'est pour le mettre en garde. Elle a une utilité, en plus d'avoir sa propre personnalité. Ici, Samsara nous fait 6 minutes d'exposition sur le background de Body pour légitimer ses actions. Encore une fois, sans mise en scène, mais du coup on perd en profondeur et en nuance dans le dilemme de Johnny, qui est donc beaucoup moins subtil et beaucoup plus manichéen. Après la scène de la mine, les avoirs du milliardaire qui sponsorisait Body et sa bande sont gelés. Ils doivent donc braquer une banque pour avoir l'argent nécessaire pour finir le 8 d'Ozaki. Au cours de ce braquage, pam pam, boum boum, voilà, tout ça. On n'est clairement pas sur Hit, je vous le dis, c'est vraiment pas la scène d'action du siècle. C'est chiant, c'est mou, personne ne prend ses balles, il reste debout en évidence super longtemps, blabla, bon bref. Donc, il braque une banque, s'ensuit une course-poursuite entre Body et Johnny. En fait, Finn, comprends qu'une course-poursuite, ça veut dire quelque chose thématiquement. Tu peux pas juste en balancer 3 à la suite et espérer qu'on soit content. Ça marche pas comme ça. Donc bref, encore une course-poursuite. Johnny saute sur un funiculaire en marche, il est prêt à tout le ptio, pourquoi pas. Les deux sont face à face et là... Non! Wow! Wow! De la mise en scène sur un twist que, pour le coup, je n'avais pas vu venir. Est-ce que le film vient de faire un truc réussi et bien? Dommage que vous ayez partagé que 3 scènes et 2 dialogues. On pourrait presque croire que Johnny est triste d'avoir dû tuer quelqu'un qu'il aime à cause de Body. On pourrait presque croire que cette scène a une véritable tension, qu'on est sur le moment climax émotionnel et que le film va devenir bien. Donc vas-y, qu'est-ce que tu nous réserves, film? Dis-moi. Et allez, c'est bon, nique ta merde, c'est bon. Oh mais la flemme! Mais t'es un remake que personne n'a demandé. Donc en fait, t'es pas obligé d'exister si t'as pas envie. Si c'est pour nous sortir un coup comme ça, mais c'est bon, on arrête tout. Le coup du j'entends pas le train arriver, le personnage s'est téléporté ensuite, mais... Oh putain! Alors que ça arrive après l'unique bon moment du film, aussi bien émotionnellement qu'au niveau de la réalisation, mais c'est du sabordage à ce niveau-là. Je n'arrive pas à comprendre le message que le film essaie de nous faire passer. On sent que le moment est tragique, mais il signifie quoi pour le personnage? Être flic n'était pas la bonne solution? Enfin, elle allait lui tirer dessus, donc il pouvait rien faire d'autre en fait. Il peut mater Body en mode... tout ce que tu veux. Pour le coup, il y est pour rien de ce qui s'est passé dans cette cabine. Johnny a fait le bon choix, le choix que la société attend de lui, et ça a provoqué une mort de plus. Donc en fait, c'était pas le bon choix. Il fallait qu'il devienne un éco-terroriste pour qu'elle reste en vie. Elle méritait de mourir car chacun son chemin, chacun suit sa route, tout ça. Écoutez, c'est flou, c'est flou. C'est flou parce que les enjeux qui sont posés là sortent de nulle part. Parce que les personnages sont pas assez développés. Et comme Samsara fait partie intégrante de la bande de Body, alors le triangle relationnel ne fonctionne pas. Donc dans le remake, il faut arrêter Body et c'est tout. Il n'y a plus de dilemme. L'ensemble des personnes qui suivent Body dans le remake finissent par mourir, que ce soit tué par une des épreuves d'Ozaki ou bien par la police. À la fin du film, Body se retrouve seul, un gourou sans secte à ses bottes qui n'a rien accompli. À part Johnny qui semble prêt à tout pour essayer de le raisonner, il entraîne les autres jusqu'au bord du gouffre. Et peut-être au-delà. Comme disait Tyler. Sauf qu'ici c'est juste littéral. Son pote tombe d'une montagne parce que Skilly Shoe, Get Good, suffit de le vouloir. Et visiblement, son pote lui aussi n'en voulait pas assez. Il avait pas la vision, on va dire. Si t'y vas, y a aucun retour possible, Bunny. Et alors, est-ce que c'est pas bon? En fait, ça c'est le discours de Johnny au début du film. Ce Body qui se prétend au-dessus de la mêlée est en fait tout aussi arrogant et stupide que notre héros au début du film. Mais juste d'une autre manière, en camouflant ça avec une pseudo-philosophie New Age. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va?
En attendant, il n'est responsable de rien avec son fameux « chacun suit son chemin ». Tout lui glisse dessus. Il ne réagit jamais à ce qui l'entoure, il n'est affecté par rien du tout, et il ne se remet jamais en question, ne questionne jamais ses choix, donc le personnage n'évolue pas. C'est une coquille vide du début à la fin, un bel enrobage de rien du tout. Quant à Johnny, eh bien il n'a en réalité rien à apprendre de ce personnage puisqu'il est finalement vide. Aucun des deux n'a eu d'influence sur l'autre. Ils sont juste in love l'un de l'autre, mais leur vision de la vie reste la même. Quelles ont été les conséquences de leurs actions dans le film? La destruction de la mine, on n'en reparle jamais. La mort de Samsara et de l'ensemble des autres membres de la bande, on n'en reparle jamais. C'est l'aveu que le remake n'a pas compris l'original. Johnny n'est plus la même personne au début et à la fin du film. Il ne peut pas être la même personne car sinon cela signifie que les événements du film sont inutiles et sans intérêt. À la fin du remake, les personnages n'ont rien à se dire. Et donc sa scène de dialogue n'apporte rien, n'a aucun enjeu et elle n'est là que parce qu'il s'agit d'un remake et que la scène de fin de l'original est iconique et que donc il faut la refaire. C'est nul à chier, je suis désolé d'utiliser les termes, mais j'ai plus rien d'autre en stock. Je peux dire c'est thématiquement inadapté, mais non, là vraiment c'est juste de la merde, point. Parce que parlons-en de la fin de l'original. Lui au moins il sait questionner ses personnages. Dans le Point Break original, Bodhi force Johnny à participer au dernier casse avant la fin de leur saison. Et c'est précisément à ce moment qu'il commet son erreur la plus fondamentale. Richard, va dans le coffre. Pour rappel, jusqu'ici, lors des casses, ils ne volaient que l'argent des guichets, et ça leur permettait de vivre tranquillement. Mais ça, c'est du passé. Johnny est arrivé dans leur vie et les a démasqués, littéralement. Et Bodhi, lui, a échoué à le faire basculer totalement dans son camp. Johnny ne sera jamais un criminel. Le mode de vie de Bodhi arrive donc à un point de rupture, un point break. Vous l'avez ? Bodhi et sa bande ne vont plus pouvoir continuer comme avant. C'est ça le point break thématiquement. Il y a un avant et un après Johnny pour Bodhi. Il sait que ça n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se fasse attraper. Et c'était déjà pas si loin la dernière fois. C'est pas loin, hein? En conséquence, il est alors dos au mur et agit comme un animal apeuré. Alors il fait un choix qui sera finalement lourd de conséquences. Et pourquoi le coffre? On va jamais dans le coffre. Fais-le! À ce moment précis, Bodhi refuse de laisser son mode de vie lui échapper et décide donc de braquer le coffre de la banque pour obtenir une énorme somme d'argent lors de ce dernier casse. Et en agissant ainsi, il remet en question ses propres principes qui lui ont permis de s'en tirer jusque-là. Tout le travail en 90 secondes et personne se fait tirer dessus. Tu t'es planté, Bodhi. Tu vas à l'encontre de ton propre principe. Tu perds trop de temps. T'en fais pas, tout va bien, tout va très bien. Je suis pas rassuré. Il s'agit du premier domino qui l'entraînera lui et toute sa bande vers le fond. Cette petite décision est fatale pour quasiment tous les personnages du film. Et pire que tout, Bodhi, qui est le responsable de cette erreur, est le seul de sa bande à s'en sortir. Son avidité et son immaturité entraînent la mort de tous ses amis. Tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Et c'est donc finalement lui, par ses choix, qui a provoqué la fin de sa vie telle qu'il l'a menée jusqu'à présent. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu voulais? C'est ça que tu voulais? En voulant préserver sa petite vie avec ses amis, il les a tous tués et se retrouve seul. Quelle ironie. Mais la différence, vous la comprenez, c'est qu'ici, Bodhi est directement responsable de la mort de ses amis. Donc ça a un impact. C'est pas juste, il a glissé donc tant pis pour lui et pieds nul en snowboard. Il est le chef, il a merdé et les autres en paient le prix. C'est tragique, c'est émotionnellement engageant. Nos actions ont des conséquences, bref c'est bien. Mais l'inverse est aussi vrai pour Johnny. Lui aussi finira par faire un choix qui aura de lourdes conséquences. Alors qu'il est flic, Johnny renonce totalement à arrêter Bodhi si ça lui permet de sauver Tyler. Il fait donc un choix et s'y tiendra jusqu'au bout. Il ira même jusqu'à s'interposer entre Bodhi et Papas pour l'empêcher de tirer, ce qui entraînera la mort de son coéquipier. Papas devient une victime innocente du jeu du chat et de la souris entre nos deux protagonistes. Alors dans le film, Johnny finit par récupérer Tyler, mais à quel prix ? Papas est un soutien indéfectible de Johnny tout au long de l'histoire. Je n'ai pas pris le temps de trop en parler parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. La relation entre les deux personnages est l'un des points forts du film. Il existe une vraie alchimie dans cette team qui se forme malgré elle sur une théorie un peu fantasque entre le vieux roublard un peu excentrique et le jeune prêt à tout et qui n'a peur de rien. Johnny a beaucoup à apprendre de Papas et il est son mentor dans la police. Le fait que ce personnage juste, moral, droit,
finissent par mourir à cause des choix de Johnny est un aspect fort du film, et encore une fois un aspect véritablement engageant émotionnellement. Comme on l'a vu, le remake lui a fait le choix de faire mourir Samsara à la place. Mais ça ne peut pas fonctionner parce que comme on l'a vu, Johnny n'a tiré que pour protéger sa propre vie et sans savoir ce qu'il faisait. Alors que pour la mort de Papas, Johnny doit trahir ses fonctions de policier et il le fait sciemment, en plein jour, et sans qu'il y ait le moindre doute possible sur le fait que Papas veut tuer Bodhi. Et il subit les conséquences directes de ses actions de ses propres yeux. Il n'y a pas de twist là, mais c'est quand même surprenant et efficace. Nous étions comme des frères. Je t'aimais, Anakin. Alors dans le remake, comme c'est Samsara qui meurt, Papas n'a plus aucune utilité scénaristiquement parlant. La conséquence, c'est que ce personnage est quasiment absent du film, cloisonné à un tout petit rôle sans aucune incidence sur le scénario. Il est là parce que c'est un remake et que Papas est un personnage important de l'original, donc il faut qu'on ait un personnage qui s'appelle Papas dans le remake. On est sur le pur cahier des charges. Mais au lieu d'un personnage cool et sympa, on a juste droit à un supérieur sans aucune énergie ni vitalité et qui ne fait que daronner Johnny tout au long du film. T'as trouvé quoi que ce soit en rapport direct avec notre enquête? T'as rien trouvé. Je t'emmène tout droit à l'aéroport. Je te mets dans l'avion. Tout en faisant un double emploi avec son véritable boss. Il n'y a aucune seconde du remake où ces deux personnages sont une team. Tu fais quoi toi en attendant, hein? Tu traînes sur les docks pendant que je bosse sur une piste? Tu bosses sur que dalle. Et c'est logique, vu que l'idée ne vient pas de lui à la base. Il a aucune raison de croire à une thèse aussi fantasque. Encore un problème que le remake se crée tout seul en refusant de reprendre les bonnes idées du film de base. Le scénariste ne savait pas quoi faire de Papas dans le remake. Alors, dans l'original, la mort de Papas finit de convaincre Johnny que Bodhi n'est pas un exemple à suivre. C'est la raison pour laquelle la confrontation finale entre les deux personnages est si intéressante. Le dernier cas, ça a été un véritable fiasco, et les deux camps ont perdu des gens importants à leurs yeux. On comprend qu'un peu de temps est passé depuis, et Johnny n'a pas cessé de traquer Bodhi sans relâche pendant cette période. Mais on le voit, physiquement et mentalement changé. Cette scène fait écho au générique d'ouverture, j'en reviens toujours à lui, mais tout était déjà là. On retrouve cette opposition entre l'océan et la pluie battante avec les armes de la police. Mais les lignes sont désormais un peu plus floues. Et oui, les personnages ont évolué. Et notamment Johnny qui se tient côte à côte avec Bodhi, sans armes, la police étant à l'écart. Ce qui symbolise visuellement la distance qu'il a pris avec elle. Alors notre Johnny met Bodhi face aux conséquences de ses choix. T'es allé trop loin, nos potes sont morts parce qu'ils t'ont fait confiance. Mais ce dernier refuse d'assumer ses actes. L'immaturité du personnage nous saute au visage. 4 de ses amis sont morts par sa faute, et tout ce qu'il trouve à dire c'est... Ouais, ça s'est mal passé. Très mal passé. La vie joue des sales tours, tu crois pas, Johnny? Avant de changer de sujet vers le surf. Tu surfes encore? Alors, chacun gère ses erreurs à sa manière, mais là il est évident que Bodhi n'a pas la force ni l'envie nécessaire pour reconnaître ses torts. On en vient à croire qu'il n'éprouve aucun remords, ce qui fait de lui un véritable connard. Johnny l'avait déjà compris auparavant, ce Bodhi n'est finalement pas un mec bienveillant. Il y a des mecs qui sont morts, Bodhi, alors ta balade elle est finie. Oh non, c'est moi qui décide quand elle est finie. Il ne pense qu'à lui, et les autres ne sont que des outils, des choses que l'on peut utiliser, casser, remplacer. L'absence de toute attache, aussi bien matérielle que sentimentale, fait de lui une personne froide, dangereuse, égoïste et surtout antipathique. Malgré tout cela, Johnny ne peut se résoudre à l'arrêter. Bodhi trouve les mots justes en faisant comprendre à Johnny qu'il ne cherche plus la gloire et le respect comme au début du film. Tu veux envoyer les présidents à l'ombre? Tu veux ramasser des lauriers? Je veux tout ça. Je suis baisé. Je vais aller en prison, je vais payer, et Johnny Utah a encore assuré. C'est ça? Je suis content pour toi. Je suis très content. Tu vas être un grand héros. Il n'est plus le même. Bodhi et le surf l'ont changé. Les deux personnages ont eu une influence directe l'un sur l'autre. Alors Johnny finit par le laisser partir pour qu'il accomplisse son destin. Une mort certaine et solitaire. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous le laissez partir? Au contraire. Non mais ton Bodhi à la fin de Point Break là, il se noie. Faux! C'est faux. Totalement faux. Pas du tout ça. Non. Bodhi à la fin ne meurt pas. Non, écoute-moi Brice, excuse-moi, je veux pas te casser ton délire, mais moi je l'ai vu le film. Et à la fin, il meurt physiquement, il meurt. Faux! Faux! Totalement faux! N'importe quoi, c'est toi qui es mort. Dès qu'il revient, on le prend au collet. Il ne reviendra pas. On voit alors Johnny qui jette sa plaque et renonce à être flic. On comprend qu'il aura tenu bon jusqu'à arrêter Bodhi, qui était son unique raison de rester au FBI. Comme Bodhi lui a fait comprendre, il ne cherche pas la gloire.
Cette vie n'a donc plus rien à lui apporter. Mais il aura quand même pu venger la mort de Papas. Il y a une symbolique. Le générique se lance avec la musique Nobody Rides for Free de Rat, dont le titre à lui seul résume toute la partie que je viens de faire. Il y a des conséquences à nos actions. Rien n'est gratuit. Et le remake n'a pas été foutu de comprendre ce message simple. Body se suicide à la fin car Johnny le laisse partir. Mais il n'y a aucune thématique. Dans l'original, Body parvient à s'échapper grâce à sa monnaie d'échange qui est Tyler. Laisse-la partir! Dans le remake, il s'échappe en faisant un saut de la foi et hop, disparition ninja. Ni matos, ni chaussures, ni corps, rien. Oh bah ça tombe bien alors. Donc encore une fois, quand ces deux personnages se retrouvent près de la turbo vague ultime dans le remake, ils n'ont rien à se dire. Les morts du film sont résumées à des « la faute a pas de chance, chacun a pris son chemin ». T'as idée du nombre de vies que t'as brisées? De gens que t'as tués? Sans rien accomplir à l'arrivée. Possible. Mais j'ai pas fini. Donc le Body du remake est tout aussi immature que le Body de l'original, en ce sens qu'il refuse lui aussi toute responsabilité de ses actions. Mais Johnny, à l'inverse, lui a appris à faire son deuil grâce à cette philosophie. La scène finale, c'est lui qui s'apprête à descendre une montagne. On ne le voit pas renoncer à la police, donc on ne sait pas s'il est retourné à sa vie d'avant ou bien s'il est juste en vacances. Et thématiquement, cette descente de montagne, ça nous dit quoi? Que Body avait raison? Que donc c'est pas le méchant du film? Où est le point break de Body? Où est le point break de Johnny? Le 8 d'Ozaki, on n'en parle plus. C'était bien ou pas du coup? Et on restitue à la Terre finalement? Ou on a juste oublié? Est-ce que quelque chose a de l'importance dans ce film? Allô? Donc d'un côté, je finis le film avec des frissons, et de l'autre, je finis le film avec plein de questions. Mais pas des bonnes questions, genre à la fin de Inception. Non, juste des trous dans le scénario qui font que je suis frustré. Et je ne devrais pas être frustré. Ce remake n'avait aucune raison d'exister. Et même en ne m'attendant à rien, je suis quand même déçu. Mais bon, à bien y réfléchir, ce qu'a donné le film, le résultat final là, en réalité c'est totalement logique. Et on va voir ça ensemble. Bon, nous y voilà. Je crois que j'ai été suffisamment clair sur le fait que ce remake ne m'a pas convaincu. Tout ce petit monde-là, vous ne les avez pas convaincus. Même en omettant mon attachement personnel au film d'origine, ce remake souffre de trop gros problèmes scénaristiques pour qu'il vaille 1h54 de votre vie. Alors, je ne dis pas que l'original est parfait, loin de là. Il souffre de plusieurs problèmes et notamment d'être un film de son époque. Ah mais clairement ça passe pas du tout le test de Bechdel là. On n'a qu'un seul personnage féminin qui s'avère être le love interest du protagoniste et arrive en même temps à être une demoiselle en détresse. Le remake tente de gommer ce défaut en donnant un rôle actif à Samsara. Mais si le personnage est plus actif, il n'est pas bien écrit pour autant. Et ses dialogues se résument à de l'exposition pour nous présenter Body, donc non, ça ne passe pas non plus le test de Bechdel. Ce n'est un secret pour personne. Point Break a déjà un remake dans le premier Fast and Furious, qui reprend exactement la même trame scénaristique, mais qui change juste la passion du surf pour la passion du tuning. Merci de nous donner à tous des systèmes NOS avec injecteurs par conduit d'admission, des échangeurs de température gros volume, des turbos montés sur roulement et des ressorts de soupape en titane. Merci. Amen. Amen. Ça, c'est une prière géniale, pas vrai? C'était la mode à l'époque. Et honnêtement, c'est encore la meilleure manière de réadapter un scénario, si vous voulez mon avis. Et je sais que certains scénaristes sont d'accord avec moi sur ce point. Ce remake, non officiel, mais pour autant clairement assumé, reprend le dilemme interne de notre héros principal et arrive à être touchant et sincère sur l'univers qu'il dépeint, comme Point Break l'était avec le surf. Je ne vis que durant les 400 mètres d'une course. Tout le reste m'est égal. Les prêts engagés, la gestion des stocks, la belle équipe d'irresponsables qui m'entoure. Parce que pendant ces 10 secondes, ou moins, je suis libre. C'est juste que cette passion, elle a mal vieilli, mais faut replacer le film dans son contexte. Début 2000, le monde entier vivait tuning. On jouait à Need for Speed Underground 2, on matait Pimp My Ride, les magazines tuning se vendaient comme des petits pains, et même ce film et sa suite en eux-mêmes étaient des phénomènes. Mais Fast and Furious a fait le choix d'être beaucoup plus centré sur de l'interpersonnel, et donc beaucoup plus en surface en ce qui concerne les implications politiques des agissements de Toretto, le Body de cette adaptation. On retrouve la volonté de vivre de sa passion en indépendance avec ses amis, ou sa fameuse famille en l'occurrence, mais le rejet du matérialisme, du consumérisme et des institutions étatiques ont totalement disparu. La frange libertarienne si vous voulez, on se pose beaucoup moins de questions dans Fast and Furious. Alors oui, le premier Fast and Furious ça a bien vieilli. Mais moi je l'aime toujours autant car même si c'est Point Break en moins bien, ça reste Point Break. Et je sais pas si vous y avez dit mais j'aime bien Point Break. Mais alors, la question qui se pose c'est pourquoi le remake de 2015 lui ne fonctionne pas? Eh bien parce que ce n'est pas vraiment un remake de Point Break en fait. Twist!
pour bien comprendre ce film, il faut lui aussi le replacer dans le contexte de sa sortie. En 2015, Fast and Furious allait sortir son 7e épisode. La saga avait réussi sa traversée du désert avec le 3e et le 4e, et était devenu un véritable phénomène mondial. C'est simple, hein, les épisodes 5 et 6, c'était littéralement free money, avoisinant les 800 millions de recettes dans le monde. Et le 7, qui sortira la même année que le remake de Point Break, là, il a tapé 1,5 milliard. Bon, oui, il y avait la mort de Paul Walker alias Brian, mais quand même. Alors maintenant, mettez-vous dans la tête de la boîte de prod qui détient les droits de Point Break. Il y a des mecs, ils vous ont pompé votre scénario il y a 14 ans, et maintenant, chaque film qu'ils sortent, sur la base de votre idée, hein, c'est des gigallions de dollars direct dans leur poche. Mais franchement, mais pourquoi vous feriez pas pareil? Et là, tout prend sens. La saga Fast and Furious a évidemment évolué depuis les 2 premiers volets très orientés tuning, et le 3e très orienté passion drift. Mais depuis le 3, et on va dire surtout à partir du 5, ces films sont devenus des films d'action, grand spectacle, avec des cascades impressionnantes et des enjeux toujours plus importants. Concrètement, exit les petits vols de lecteurs de DVD. Maintenant, ça sauve le monde tous les mardis au petit-déj. Et on est moins sur de l'interpersonnel et la passion du moteur, mais plus dans du Mission Impossible ou du James Bond. Fast and Furious a pompé Point Break et est devenu une poule aux œufs d'or. Eh ben, le remake de Point Break va pomper Fast and Furious et prendre sa part du pognon. Et pour finir de s'en convaincre, il suffit de regarder le réalisateur du remake. Ils sont allés chercher Ericsson Core, c'est-à-dire le directeur de la photographie du premier Fast and Furious. Et c'est pour ça que ce remake enchaîne les scènes d'action spectaculaires. C'est pour ça que le body de ce remake est un terroriste qui agit sur plusieurs continents. Ce film a été pensé comme un Fast and Furious dans l'univers de Point Break. Alors forcément, une petite histoire entre 2 personnes à Los Angeles, ça marche plus, on a un problème d'échelle. Mais une fois qu'on a compris ça, on comprend tous les choix douteux du remake. Tout devient clair. Tout le travail en 90 ans, et personne se fait tirer dessus. Alors ça n'en fait pas un bon film pour autant. Mais on comprend que l'idée n'était pas de faire un film sincère, véritable hommage actualisé du premier, mais bien de surfer, sans mauvais jeu de mots, sur le phénomène Fast and Furious tout en attirant avec la nostalgie de l'original. C'est évident, enfin je veux dire, regardez les affiches, le marketing ne sait pas sur quel pied danser. Promis, il y aura des scènes d'action impressionnantes. Mais promis, c'est pas une break, regardez, il y a du surf. Donnez-nous votre argent, on a théorie crafté le film parfait là. Et le film s'est totalement planté, rapportant dans le monde 115 millions de dollars pour un budget de 105, hors marketing. Donc oui, ça a perdu de l'argent, c'est certain en fait. Mais je ne peux pas leur en vouloir d'avoir tenté leur coup du contre Uno. Les studios ont cru détenir le cheat code, et la formule qu'ils croyaient magique s'est avérée beaucoup plus complexe que prévu. Depuis le début, le projet est bancal. On est là pour se faire du fric sur le dos de la saga voisine. C'est juste qu'on peut pas faire 14 scènes d'action avec du surf, alors du coup on remplace ça par tous les sports de l'univers. Et puis voilà. Ça pouvait pas marcher, il n'y a pas de sincérité derrière ce projet, il n'y a pas vraiment d'envie. Parce qu'en réalité, ce film ne parvient à être convaincant sur aucun des 2 tableaux. Comme disait l'autre, chasse 2 lièvres à la fois et tu n'en attraperas aucun. Et ils ont tellement les boules qu'ils font que bloquer ma vidéo, ces fils de pute là, j'en peux plus. Je suis d'accord, mais vous parlerez de votre cas. Non, mais... Alors avec la catastrophe industrielle qui a été ce remake, on n'entendra sûrement plus jamais parler d'un nouveau Point Break. Et c'est ok. En soi, on en a déjà 2 qui continueront d'exister et d'être ce qu'ils sont, peu importe la qualité de ce remake. Mais je dois cependant reconnaître au Point Break de 2015 qu'il a tenté de réintroduire un peu d'enjeux politiques dans son scénario, là où les Fast and Furious ont toujours conservé un ton assez neutre sur ce point, restant une histoire franchement orientée autour de ses personnages, jusqu'à la parodie, les méchants sont tous le frère, le cousin, le meilleur ami du mec mort mais pas mort, bref, le bordel qui est devenu cette saga, je vous apprends rien. Mais alors, au final, que reste-t-il de ce remake ? Vraiment pas grand chose. Comme son body, c'est une jolie coquille vide. Ah mais les images sont très belles et il y a quelques plans qui sont vraiment magnifiques. Mais rien de suffisant pour que j'y revienne, ne serait-ce qu'une seule fois à l'avenir. Le cahier des charges me saute trop aux yeux, les ficelles sont trop grosses et je trouve le message absolument catastrophique. Alors j'en tire quand même une ébauche de réflexion sur l'action directe qui fait que je ne peux pas dire que le film n'a absolument aucun intérêt. Mais d'autres films ont traité de la même question en mieux. Quant au Point Break original, j'y reviens toujours régulièrement, car tout me parle dans ce film. Et même si le temps m'a fait changer de regard sur son message, il reste un film qui m'a marqué et qui m'a aidé dans ma construction. Néanmoins, mais quoi que je pense de ces 2 films, ils sont tous 2 ancrés dans leur époque. L'un pour les bonnes raisons et l'autre pour de mauvaises raisons. La force de l'original, c'est d'arriver à continuer à me parler en 2025, 3 décennies plus tard. Pas besoin de 150 millions d'euros, pas besoin de grands spectacles à chaque seconde, des dilemmes moraux et de la sincérité, ça suffira. Il aura fait rêver l'ado en moi et il continue de questionner l'adulte que je suis devenu. Et si ça, c'est pas la marque des grands films, alors, je sais pas ce que c'est. Merci de m'avoir écouté et on se reverra quand on se reverra.
Wow.